bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Épisode combien d'ailleurs? 58 mais déjà. Oui, je l'ai même pas marqué, c'est 58, c'est dingo tous ces épisodes. Oui, c'est dingo. C'est écrit. On écoutait le morceau It Came From Japan des Von Bondies, un morceau bien sympathique qu'on entend dans cet épisode, à un moment pas très sympathique. Vous verrez, on va vous expliquer ça. Je suis bien évidemment Sartman, expert sartois de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné pour cet épisode complètement exceptionnel par Riley. Comment ça va, Riley? Bonsoir à tous, salut. Clément n'est pas là, il travaille actuellement pour le réarmement économique de la France. Mais nous avons... C'est normal. Il travaille dur. Il travaille très dur. Il travaille très dur. On lui fait un gros bisou d'ailleurs. Nous avons la chance d'accueillir Enfant Cheval. Comment ça va, Enfant Cheval, ce soir? Ça va très bien. C'est cool que tu sois là, Enfant Cheval. Bah ouais. Merci de remplacer Clément au pied levé comme ça. Pour ceux qui écoutent le podcast, ils t'ont déjà entendu dans l'épisode donc consacré à Angel. Oui. Tu étais invité, et dans l'épisode jeu de rôle, tu incarnais formidablement une Willow, plus vraie que nature. Ah oui. Et nous accueillons également une invitée exceptionnelle, Marion Olité. Comment ça va, Marion? Ben ça va très bien, Sartman, et merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. On est super content de t'avoir. Tu es journaliste indépendante spécialisée en culture et féminisme. Tu es l'autrice du livre Buffy ou la révolte à coups de pieux, sorti en octobre dernier chez Playlist Society. Livre qu'on est en train de montrer à la caméra. Regardez. Voilà. Pour un podcast audio. Et un livre qu'on a évoqué déjà dans ce podcast, mais très rapidement, là on va pouvoir l'évoquer en détail. Et surtout un livre que moi j'ai personnellement beaucoup apprécié, donc j'ai hâte d'en parler avec toi. On est très contents. Ça va être trop bien. On est en live sur Twitch, c'est ça, Riley? Comment ça marche? On est en live sur twitch.tv/pourquoi-Buffy, et il y a déjà plein de gens sur le chat. D'accord. Et donc bonjour au chat, bonjour à tous. Le sommaire, de quoi on va parler, Riley, ce soir dans ce podcast? Alors comme d'habitude, on va faire l'éternelle rubrique des gros bisous. Ensuite, c'est la rubrique Actu avec Big M, le 4e mousquetaire, qui actu autour du Buffyverse, bien sûr, avec des grosses annonces, Sartman, il faut pas louper. Ouais. Donc soyez attentifs à la rubrique Actu. Ensuite, ce sera l'épisode du jour, c'est-à-dire l'épisode 2 de la saison 7, Beneath You, ou Démon intérieur en VF. L'occasion, évidemment, de parler de Buffy, le personnage comme d'habitude. On parlera aussi des ex qui reviennent nous hanter. Attention, sujet dangereux, délicat. On parlera donc des relations toxiques, du regard des autres, des hommes qui se comportent comme des cons, et de violence un peu aussi. On parlera de mise en scène comme d'hab, de western, et même de vers de terre géants. Et ça, c'est de l'inédit. Je crois qu'on l'a jamais fait dans un podcast. Les vers de terre géants? Dans d'autres podcasts, on l'a jamais fait, je crois. On avait un monstre, rappelle-toi, Double Meat Palace, il y avait un monstre. C'était pas un ver de terre, c'est plus. Il y avait la même forme. Un petit ver de terre. À vérifier. On a déjà fait du monstre phallique. Voilà. À vérifier. Après tout ça, ce sera enfin de ta rubrique, Marion, la rubrique de l'invité. Okay. On reviendra sur ton parcours Buffyesque et évidemment sur ton livre. Et on finira l'émission avec la rubrique si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça, nos coups de cœur en rapport avec Buffy. Grosse émission, ça va durer des heures, ça va comme d'habitude. On va faire ça très vite, très efficace. On est des professionnels du podcast, ça va être. Les gens demandent sur le chat quel est le principe de ce podcast. Alors, je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous dites et on se charge d'y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver chez notre partenaire, l'excellent site Sunday Revival, votre site sur l'actualité de Buffyverse, et aussi je crois sur Buffy Angel Show qui revient à la vie. C'est un vampire. J'ai vu que le site était de nouveau actif, ça fait plaisir. Et ils ont relayé pour le live de ce soir. Merci à Buffy Angel Show, c'est cool de vous revoir. Et sinon, pour avoir aussi tous les liens de notre podcast et tous les articles, tout ça, les hors-séries, tout le bazar, notre blog pourquoibuffycestgénial.wordpress.com. Tout de suite, la première rubrique de ce podcast, la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you up. Yeah. She bathes you?
Nothing can defeat the penis. Oui, les gros bisous. Est-ce qu'on avait des gros bisous iTunes, Riley? On a eu des gros bisous iTunes, mais pas assez depuis le dernier podcast. C'est un scandale. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça. On fait un gros bisou à Charlène et à Aileen Ashriver qui a dit que notre podcast rendait ses journées plus belles. Ah, c'est quand même un beau compliment. C'était du 5 étoiles tout ça. Évidemment, je ne lis que les commentaires 5 étoiles, ça les commentaires en dessous de 5 étoiles, ça n'a aucun intérêt. Bah, merci et des gros bisous à vous. Moi j'ai découvert que les auditeurs et les auditrices pouvaient nous laisser des commentaires sur Spotify. Incroyable. Donc gros bisous à Cindy, Axel, Séverine 2013, Simus qui nous demandait où trouver la liste des films de Dracula, parce qu'on avait fait un hors-série sur les films de Dracula. On avait bien bossé, on avait vu beaucoup de films. Et donc cette liste, tu peux la trouver sur notre fameux blog pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com, et je mettrai évidemment le lien dans la description de ce podcast, parce que, sauf erreur de ma part, c'est pas mal ces commentaires Spotify, mais on ne peut pas y répondre par des petits textes. Voilà, ça ne va que dans un sens. Après, donc, peut-être que t'as pas trouvé vu ton rapport à la technologie. Ah voilà, donc il y a ça aussi qui est possible. Pardon. S'il y a un... Petite pique. Non, pas du tout, Marion. Il y a un problème. Okay. Vraiment, si c'est possible, qu'on m'explique comment. Et sinon, voilà, si vous avez vraiment des choses à nous demander, privilégiez les réseaux sociaux. Là, on voit vraiment vos questions et surtout, on peut répondre avec vous. Est-ce que tu as des gros bisous, mon petit Riley? J'ai plein de gros bisous ce soir. Premier bisou, gros bisou à Clément, bien sûr, qui travaille, on l'a dit, pour le réarmement, bref. Gros bisou à Laetitia, avec qui on est rentré de convention en bus. Tu te souviens le trajet en bus? Bien sûr. La galère du dimanche, on était avec Laetitia, donc gros bisou à elle. On a passé un bon trajet de retour. Bah au moins voilà, c'est grâce à ça, ouais. Gros bisou, alors j'ai à Maeva aussi, qui regarde Buffy, à qui j'ai regardé Buffy il y a longtemps en fait, et qui a découvert récemment qu'il y avait ces podcasts qui existaient. Incroyable. Et deux gros bisous particuliers. D'abord à mon frère qui s'appelle Owen, ça c'est la vérité. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc je lui fais un gros bisou. Mais c'est pas son anniversaire à chaque fois qu'on fait un podcast? Non, c'est vraiment son anniversaire. Parce que t'as déjà fait ça. C'est ça quand on en fait qu'un par an. Oh bim, elle a pas trop. Non mais c'est la vérité. Bref. Et un gros bisou à Monsieur Pitou, aussi auditeur, et on lui fait un énorme bisou. Marion, est-ce que t'avais des gros bisous? Bah oui, maintenant que j'y pense, j'en ai quelques-uns, mais après c'est surtout aux fans de Buffy que j'ai notamment rencontré à la convention où je suis allée aussi. Ils étaient vraiment super choux, et je me souviens notamment de Jordan avec qui j'ai échangé derrière, parce que le pauvre en fait il est venu, il a passé un super moment, il a acheté ses photos et tout, et en fait il les a oubliées ainsi que mon livre en partant, et on lui a pris, donc tristesse, mais après en fait il m'a expliqué que Juliette Landau lui a renvoyé une photo dédicacée, et du coup on a discuté, moi aussi j'ai renvoyé le bouquin quoi, parce que c'est triste que voilà ce qui lui était arrivé quoi. Mais du coup on a échangé, et voilà, il était super super chou, donc Jordan, un gros bisou à toi. Et puis il y en a plein d'autres en fait, il y a plein de gens aussi qui viennent me parler sur Insta, qui me disent qu'ils ont aimé le bouquin, qu'ils repartent sur un rewatching de Buffy, donc gros bisous à tous. Je peux pas aller chercher, j'aurais dû aller chercher les prénoms en amont. Il y a notamment, alors il y a Loufou qui m'a envoyé un message sur Instagram, bisous à elle aussi, voilà. Bah c'est trop bien, mais c'est ça, Buffy, nous on le répète, on n'a pas de le répéter avec le podcast, Buffy ça a créé une communauté, ça fait rencontrer des gens, c'est trop super. Incroyable. Toi-même tu sais, bah oui. Enfant Cheval. Est-ce que t'as des gros bisous? Oui, moi j'ai un gros bisou pour Monsieur Cheval. Moi aussi j'embrasse Monsieur Cheval. Alors, et puis elle a déjà fait, on lui dit rien. Alors que moi, mon frangin, c'est vrai, son anniversaire. D'accord, Enfant Cheval, il y a des gros bisous. Monsieur Cheval, des bisous tout le temps. Et puis aussi Rin Momo et Kino Reeves. Qui sont sur le chat ce soir. Je crois qu'on a embrassé assez de personnes là. C'était long cette rubrique finalement. Ça devient gênant. On a partagé beaucoup. Ça devient un peu gênant. On va passer à la rubrique Actu avec de l'annonce. Il faut être attentif là, soyez attentifs. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on twice. Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Shot. Another one. What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Et oui, donc une rubrique Actu, attention, à laquelle il va falloir être attentif parce qu'on vous annonce des choses que même si vous avez scrollé bien les internets et tous les réseaux sociaux de tout le monde, des infos sur le Buffyverse dont vous n'êtes pas au courant. Attention, c'est parti. Le teasing de fou. Et c'est bien sûr concocté par Big M. Évidemment. Eh bien bonjour, vous écoutez la rubrique Actu de Pourquoi Buffy c'est génial, avec moi, Big M. Pour ce numéro, je vous ai concocté des news complètement exceptionnelles.
Mais avant, sur une note un peu moins joyeuse, je vous annonce les décès regrettables de 2 acteurs qui étaient bien connus parmi la communauté des fans de Buffy. Il s'agit d'une part de Camden Toy qui nous a quittés le 11 décembre 2023. Le comédien de 68 ans avait incarné de multiples rôles au sein du Buffyverse. Il était un des gentlemen, mais aussi Gnarl, le démon mangeur de peau, le Turrican en saison 7 ou encore le prince des mensonges dans Angel. Puis, le 29 janvier 2024, c'est Hinton Battle, dont nous nous souvenons sous les traits de Sweet, le démon de la danse, qui s'en est allé. C'est officiel, Wolfpack, la série avec Sarah Michelle Gellar exclusive à Paramount+ sur les loups-garous, ne sera pas renouvelée pour une seconde saison. Passons à présent à un petit, voire grand point convention. Les 2 et 3 décembre 2023, c'est le Grand Est qui a eu l'honneur de recevoir Claire Guyot, voix française de Sarah Michelle Gellar. On pouvait aller lui dire coucou lors de l'événement Animest à Nancy. Pour ceux qui souhaitent se déplacer en Allemagne, il sera possible de rencontrer l'interprète de Winifred Burkle, Amy Acker, à Dortmund, lors de la German Comic Con les 4 et 5 mai 2024. À présent, on passe aux grandes nouvelles de dingue. Accrochez-vous, car ça va être un enchaînement de folie. La majorité d'entre vous le sait sans le moindre doute déjà, mais les événements français autour de notre série préférée ne sont pas morts. En effet, le jeune organisme Geek and Cheese organise sa première convention appelée Whispers from the Hellmouth à Paris les 20 et 21 avril 2024. Et oui, c'est déjà tout proche. Ça se passera à l'hôtel Pullman Paris-Roissy Charles de Gaulle et accueillera au minimum 5 guests, dont 4 sont déjà annoncés inclus dans certains passes, plus un extra guest. Il s'agit actuellement de James Marsters, Charisma Carpenter, et inédit en France, 2 tiers du trio avec Tom Lenk et Adam Bush, ainsi que notre harmonie nationale, Mercedes McNabb pour l'extra guest. Et devinez qui d'autre se rendra sur place? C'est nous bien sûr. Pour l'occasion, en partenariat avec Geek and Cheese, nous vous proposons de gagner un Pass Moon qui donne accès aux 2 jours de l'événement. Le concours est lancé dès ce soir sur Instagram et sur Instagram uniquement, via un post collaboratif entre Geek and Cheese et Pourquoi Buffy c'est génial. Alors restez à l'affût. Vous avez jusqu'à samedi pour participer, puis nous vous annoncerons le grand gagnant dimanche. Toutes les règles seront expliquées dans le post en lui-même. Vous voulez encore de l'actu folle? Genre complètement folle dingo? Pas de problème, j'ai ça en stock. Cette année est une grande année, car Pourquoi Buffy c'est génial fête ses 10 ans. 10 ans, wouh, incroyable! Pour célébrer ça, la team va organiser un apéro le vendredi 5 juillet 2024, soit 10 ans pile après la mise en ligne du premier épisode. Bon, rien n'est encore calé évidemment, hein, mais réservez votre soirée, chers auditeurs. On risque de faire ça dans un troquet parisien. En attendant de vous retrouver à l'un de ces événements ou lors du prochain podcast, je redonne la parole en studio. C'est à vous les copains. Eh bien, merci Vigem pour cette super rubrique actu. Merci beaucoup. Donc vous l'avez entendu, hein, de grosses annonces. Donc l'anniversaire. Bon, déjà, vous notez tous votre 5 juillet. Hein. 5 juillet, on fait la fête. On boit des bières. On fête les 10 ans du podcast. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, toi? Ça fait 10 ans. J'en ai bien peur. Vous êtes vieux. Ça se voit. Hein. C'est du podcast audio. Hein. Et non, et surtout le concours. Donc le concours, on vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas été très attentifs, ça se passe sur Instagram uniquement. Pour y participer, donc gagner un pass Moon qui vous donnera accès à la convention pendant les 2 jours, 20 et 21 avril, ouais, qui se passera à Roissy. Vous devez suivre les comptes Geek and Cheese et Pourquoi Buffy c'est génial, liker la publication du concours, taguer 2 personnes en commentaire et partager la publication en story avec mention de Geek and Cheese et de PBCG. L'annonce des résultats aura lieu dans quelques jours, donc scrutez Instagram, là le post va pas tarder à être envoyé, ou même il a déjà été envoyé, je ne sais pas. On va passer immédiatement à l'épisode du jour. Jingle. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock.
I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Oui, alors l'épisode du jour, aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 2 de la saison 7, diffusé pour la première fois le 1er octobre 2002. Il s'agit donc de Benicio, démon intérieur en VF, épisode écrit par Douglas Petrie et réalisé par Nick Mark. Est-ce qu'on a des choses à dire sur ces deux personnes, Riley ? Écoute, oui, c'est Douglas Petrie qui a écrit cet épisode. On en a déjà parlé plusieurs fois. Effectivement, c'est un des piliers de Buffy à partir de la saison 4. Ensuite, il a eu une grande carrière à la télé en tant que producteur et scénariste, notamment sur Les Experts, Daredevil et même The Nevers, la série abandonnée par Joss Whedon, comment on peut dire. Non, je pense qu'il n'avait pas trop le choix. Ouais, licenciement. Il a fait abandonner. Selon lui, il a abandonné. C'est un licenciement, voilà. Et Nick Mark, le réalisateur, donc lui, il a déjà réalisé plein d'épisodes de Buffy, donc Something Blue, Food for Love, Checkpoint, Life Serial, Double Meat Palace, dont on a déjà parlé, et Conversation with Dead People dans la saison 7 aussi, dont on a déjà parlé. Et il a fait après du Véronica Mars. Oh là là. Bonne série. Beau parcours. Enfant cheval, tu m'as pas l'air emballé par cet épisode. Ah, moi j'ai adoré cet épisode. Bon J'aimais pas cet épisode. Et le regarder pour le préparer, t'a fait changer d'avis ? c'était trop bien. Ah, ça va être intéressant. Okay. Toi, Marion, t'avais un a priori sur cet épisode ou pas ? T'en rappelais ? Est-ce que c'est un épisode marquant ? Ouais, parce que bon, j'ai fini un rewatch il y a pas ultra longtemps, donc en fait, du coup, je l'ai vu cet épisode il y a pas très longtemps. Mais je sais que j'aime bien parce qu'il y a quand même un peu de Anya dedans et que, comme je trouve, elle est un peu sous-exploitée par moment. Là, au moins, on entend bien parler d'elle, quoi. Est-ce que tu as un petit pitch, Riley ? Oui, bien sûr, comme d'habitude, j'ai préparé un petit pitch de l'épisode pour rafraîchir la mémoire aux gens. Donc vous allez le voir, ça parle des ex, cet épisode, des ex-copains, les ex-copines, les ex-fiancés. C'est le retour des ex qui viennent vous hanter. Ça fait peur, on vous voit, c'est déjà sur vos visages. On a déjà tous vu l'épisode, en fait, passons rapidement, on s'en fiche, parce que j'ai beaucoup mieux. Je vous l'annonce, je vous ai tendu un piège. Qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai contacté tous vos ex petits copains et petites copines. J'ai ici toutes les lettres. Et là, il brandit une liasse d'enveloppes. Il y a plein d'enveloppes et donc j'ai des dossiers sur chacun d'entre vous autour de la table. Donc je suis désolé. Je te crois pas parce que moi j'ai beaucoup plus d'ex que ça. On va voir ça, c'est pas on va voir ça. Donc déjà, Clément, j'avais prévu qu'il soit là. Déjà, il est pas là, donc j'enlève la moitié déjà. Une bonne moitié là. Bravo Clément. Alors, enfant cheval. Alors là, c'était un peu étrange, j'ai reçu que des lettres de compliments. Ah bah, ça m'étonne pas étonnant. du tout. Et même, les gens sont heureux que tu les aies largués en fait. Marion. Ouais. Même les invités ont le droit à une lettre. Oh non. J'en ai reçu qu'une. Donc je vais passer rapidement, toi blabla. Ouais, je te dis ça, ça peut t'intéresser. Je suis désolé de t'avoir déçu. Je te présente mes excuses pour mon comportement. Signé un certain Joss. Tu en as entendu parler ? Aïe. Bon, c'est le début de la rédemption, on va dire. Voilà. Un peu tard pour s'excuser, peut-être, Joss, mais bon, on verra ça. On passe au dossier Sartman. Là, c'est un gros dossier, effectivement. C'est très localisé sur la Sarthe, par contre. T'as sévi. J'ai fait un malheur. T'as fait un malheur en Sarthe, d'accord. Et on te menace de te transformer en ver géant. Et oui, comme dans l'épisode, en fait, je retombe sur mes pattes. Voilà, dans l'épisode, il y a un ver de terre géant. Voilà, incroyable. Voilà. Merci beaucoup, Riley, pour ce superbe pitch. On a déjà vu l'épisode comme d'habitude. Oui, parce que t'étais censé pitcher l'épisode. Les gens ont compris, il y a des ex, il y a un ver de terre. Il y a un gros ver de terre. Il y a Spike qui a récupéré son âme. Voilà, comme d'hab, c'est saison 7. Est-ce qu'on a des choses à ajouter avant de commencer ? Parce que là, ça y est, c'est parti. On va lancer l'épisode. Est-ce que l'écran est prêt ? Chez vous, munissez-vous de votre souris, de votre télécommande, soyez prêts à lancer l'épisode. Donc on a dit Benicio, démon intérieur en VF. 3, 2, 1, top, c'est parti, l'épisode est lancé. Et on commence par un previously qui annonce directement la couleur en résumant les 3 relations amoureuses de la saison dernière. On a des 3 relations amoureuses qui se sont terminées extrêmement mal. Une tentative de viol pour Spike et Buffy, un abandon le jour du mariage pour Anya et Xander, un décès effroyable pour Willow et Tara. Ces 3 relations laissent donc des traces très lourdes chez nos protagonistes et ça tombe bien, c'est de ça dont va parler l'épisode du jour. Les traces laissées par... C'est effrayant ce prix aussi, il y a une musique qui accompagne qui fait un peu c'est angoisse quoi. Effectivement, les histoires se sont toutes mal finies. On voit des trucs vraiment pas rigolos. On avait commenté il y a 2 épisodes Seeing Red. Voilà, c'est un épisode qui découle très clairement de Seeing Red et des conséquences, en tout cas pour Buffy. Warren se fait écorcher, ça fait plaisir. Je prends un peu d'avance parce qu'il va se passer plein de trucs. On va aller en Allemagne juste après le teaser donc la scène
pré-générique, se passe en Allemagne, au pays de la saucisse, à Francfort. Ce deuxième épisode de la saison 2 commence donc avec, comme le premier, par une séquence de poursuite et d'assassinat d'une potentielle par des moines chelous. Enfin ça on le comprendra plus tard. Pour l'instant on comprend pas trop, mais on sait que c'est des potentiels. Et c'est génial parce qu'en deux plans qui vont arriver, même en un seul plan, mais en trois petits détails. On comprend qu'on est en Allemagne. On comprend qu'on est en Allemagne. Il y a une accumulation de très lourds clichés, genre on entend de la techno, hein, parce que le pays est quand même réputé pour ses clubs. On entend, il y a des panneaux où c'est écrit en allemand boîte de nuit et parking, et une Mercedes qui passe. Enfin voilà, c'est tout est fait rêver, pour nous dire que c'est en Allemagne, alors qu'évidemment ça a été tourné à Los Angeles. Hein, on va dire ça, il n'y a pas de doute. Et voilà, la priorité direct, on y est. Ce qui passe, Francfort, Germanie. C'est saucisses et c'est clubs. Et c'est petite allemande qui court avec une coupe de cheveux improbable, une couleur de cheveux improbable plutôt, et une jeune femme qui court. Ça, c'est pas sans nous rappeler le film Court, Lola Court. Vous vous rappelez de ce film ? Ouais, fin des années 90. Exactement. C'était le film le plus stylé de la fin des années 90. Tout à fait. Et les cheveux orange, c'était un peu une tendance, enfin orange-rouge, je pense aussi à Lilou dans le 5e élément, c'était à peu près à la même époque. Je sais pas, et pour être une meuf stylée à la fin des années 90, il fallait avoir les cheveux orange apparemment. Non mais ouais, moi très clairement je vois un hommage à Lola Rent de Tom Tykwer, donc effectivement comme tu dis de 98, un film de 98 qui avait beaucoup marqué les esprits à l'époque. Bon film hein. Et on est aussi obligé de parler de la BO, donc pendant que la pauvre potentielle va se faire tuer, on entend un remix du morceau que j'ai noté, que je cherche dans mes notes. Enfin bon. Priorité au direct, il y a une potentielle qui est morte. Et on sait pas que c'est une potentielle en fait à ce moment-là, c'est ça. Non. Et donc le morceau s'appelle Depuis les profondeurs en fait, c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est un rapport avec. Ça arrive au bon moment. La tagline From de l'épisode. Menace You, It Devours, c'est la tagline de l'épisode et c'est ce qui va être répété plusieurs fois dans l'épisode. C'est une phrase qui est répétée plusieurs fois dans ce début de saison. Donc qui fait monter la tension par rapport à annonciateur de la grosse menace qui va être cette saison. Ouais, et c'est aussi une grosse référence à ce que Buffy et Cecily disent à Spike You're beneath me quand il leur déclare sa flamme. Et oui, exactement. Ouais, on a un jeu toujours entre l'histoire privée de Buffy et son combat contre les forces du mal. Et donc bref, ce que j'ai eu du mal à dire, parce que j'ai du mal à lire mes notes, c'est que cette musique, les paroles de cette chanson disaient la même chose, que venu des profondeurs, on a les réponses, le récit de l'origine, tout ça. Si vous parlez allemand, vous l'aurez compris. Buffy fait un cauchemar en fait. Ben voilà, donc voilà, Buffy a été réveillée. L'Allemagne était un vilain cauchemar. Ça m'étonne pas. Sauf qu'on connaît. Désolé Big M. On connaît Buffy contre les vampires. On sait que les cauchemars de la tueuse sont souvent annonciateurs de quelque chose. Donc c'était peut-être plus qu'un rêve, contrairement à ce que dit Dawn. Just a Dream, c'était pas Just a Dream, c'est pas juste un rêve. Et là, il y a donc le béton est défoncé par quelque chose. C'est le méchant de l'épisode, certains, tu crois? Ou alors, je ne sais pas, ils ont une taupe. Une grosse taupe à Sunnydale, je ne sais pas. Mais oui. Non, évidemment, ça rejoint Beneath You, qui on se dit, c'est ça la menace. Sous la terre. C'est quelque chose qui est sous la terre, qui est menaçant. Mais sauf que vous connaissez les règles, hein, on le dit à chaque fois, le méchant de la semaine, il est jamais montré, ou rarement montré dans le teaser. Mais ça vient après. Normalement, il arrive avant la fin du premier acte. Donc là, je sais pas si ça va vraiment être le méchant, ce gros ver de terre. Dis pas ce que c'est, tu viens de. On les gens l'ont déjà vu. C'est un gros ver de terre. Mais surtout, un ver de terre qui est pas sans me rappeler le film Tremors. Vous avez vu le film Tremors de 1990 un film, Kevin Bacon. Oui, un film d'horreur avec des monstres qui sous la terre là qui sortent. Ça se passe dans un désert américain avec des grands rednecks. Il y a 7 films de Tremors. 7 films, c'est une grosse saga en fait. Ah waouh. Ouais, après, 7. C'est pas des chefs-d'œuvre. Ah oui? Non. Dommage. Première scène, on est dans la cave du lycée. Première scène de l'épisode, donc post-générique, et qui fait écho avec à ce qu'on a vu dans le teaser et les scènes de Spike de l'épisode précédent. Avec la thématique des profondeurs, parce que Buffy a croisé Spike déjà dans la cave dans le dernier épisode. Spike qui a l'air d'être torturé par son passé, une scène qui peut aussi qui fait aussi monter la sauce sur la grosse menace qui arrive. Il y a une menace, il y a une secousse sismique, pardon. Puis la manière là dont il essaie de choper le rat, ça me fait un peu penser aussi à Angel quand il vient juste d'avoir son âme. À un moment donné, il y a un flashback et on le voit qui essaie de choper un rat. Donc apparemment, quand t'as ton âme, t'as envie de bouffer un rat. Comme un rat. Tu
jeu aussi. C'est là, il est à 4 pattes, on dirait qu'il imite le rat. Là, il est limite quand même de la caricature, je trouve, dans cette scène. C'est pas ouf. C'est volontaire, je pense, parce qu'au début, quand il est au sous-sol, à chaque fois qu'on va voir Spike, la première chose qu'on voit, c'est un rat dans cet épisode. Ah ouais. Donc c'est clairement genre Spike, c'est un rat là en ce moment, tu vois. Mais là, c'est plus dans son jeu Jazz Master, je trouve qu'il en fait un peu trop. Il en fait beaucoup. Alors qu'il sera beaucoup mieux à la fin de l'épisode, il joue encore la folie et il sera beaucoup. Et puis il a les cheveux longs. Ouais, ça rend fou ça. Ouais, ça doit être ça sûrement le problème. Bah là, une mauvaise coupe de cheveux, franchement, ça rend fou. C'est vrai. Et parce que quand on va le revoir dans l'épisode, il aura changé de coupe de cheveux, il sera redevenu. Il sera d'apparence. Oui, parce qu'il va, en fait, on va le comprendre, il aura changé. Faire croire qu'il va mieux dans l'épisode, alors que pas du tout. Il a porté un masque. Mes priorités, bien joué, enfin cheval. Mes priorités au direct. Là, on est dans la voiture de Xander, et là, on a une scène de sitcom familiale avec papa Xander et maman Buffy qui emmènent bébé Dawn à l'école. Et moi, j'aime beaucoup cette scène parce qu'on dit souvent que Buffy c'est une série avant-gardiste, et là j'aime bien parce qu'elle montre une famille, on a un cliché d'une famille américaine, sauf que c'est une famille d'un point de vue ultra moderne, avec le papa, le papa c'est le meilleur ami, comme on a eu des papas bibliothécaires plus tôt dans la saison. La maman, c'est pas la maman, c'est la sœur. On a eu des mères de substitution aussi avec Tara et Willow qui s'occupaient de Dawn. C'est vraiment une parentalité alternative autour de Dawn. Ça me fait penser à l'expression il faut un enfant pour élever un village. C'est un peu je sais pas. Non, il faut un village pour élever un enfant plutôt. Ah d'accord. C'est une expression pour dire qu'en fait les enfants élevés dans la collectivité, c'est une forme de parentalité alternative qu'on n'a plus trop aujourd'hui dans nos sociétés individualistes. Et du coup le côté effectivement Buffy est vachement en avance là-dessus. Guess there's a lot of scorned women there making vengeance wishes on their exes. That's where I go to get my scorn on. You guys really need to ease up with the whole dating demons thing. Hello, I'm sorry. Wasn't that you having a... Et puis ce qui est génial, c'est le décalage avec ce dont il parle. C'est-à-dire qu'on tue de démons, on parle de vampires. Enfin, ça a l'air d'être une sitcom, comme tu dis, mais en fait, les discussions sont d'un tout autre niveau. Et pas du tout une famille normale. Et on arrive au lycée parce que le thème c'était que Buffy, c'est son premier jour de boulot. Dans le dernier épisode, Wood, le nouveau principal du lycée, lui a offert un poste de conseillère pédagogique ou je sais plus trop quoi, conseillère des élèves quoi. Et donc c'est son premier jour. Peut-être CPE. Regardez là, elle va vers la fenêtre et elle regarde les élèves elle a atteint derrière le store. Mais non, mais je veux dire, elle veut les coller directement. De l'autre côté du miroir. Si on parle seulement de mise en scène, elle a fait pareil juste avant le générique, en regardant à l'extérieur après son cauchemar. Sa vie de tueuse et sa vie perso. Elle protège, elle regarde derrière sa fenêtre pour protéger, c'est ça, c'est ce qui va. Ça va être son rôle dans toute cette saison 7. L'idée est maligne en fait de lui donner ce travail finalement au début de son 7. C'est super. Surtout, c'est une extension de sa mission tueuse en fait. Et il y a toujours l'éthique du care en fait, elle prend soin des autres et des adolescents maintenant qu'elle est devenue adulte. Et ce qui est intéressant que ça arrive dans cet épisode, c'est que c'est l'épisode où Spike doit prendre la décision de parler à Buffy du fait qu'il a récupéré son âme, et c'est l'épisode où Buffy elle prend son rôle de conseillère justement auprès des ados du lycée, donc ça tombe pas par hasard. Et on va le voir avec Spike, il va avoir du mal à communiquer au début, beaucoup à cause de Spike, qui va se comporter très très bizarrement. Mais et c'est seulement à la fin, quand ils vont enfin dire les choses, que ça va être plus clair. Oui, là il y a eu des petits trucs marrants comme Buffy qui demande si elle peut si elle peut coller les élèves. Rappelez-vous, c'est aussi ce que demandait Willow dès qu'on lui proposait un job, dès que Miss Calendar lui proposait de la remplacer. Ah, je pourrais coller. Obsession. Et sauf que rappelez-vous, la thématique du jour de l'épisode, c'est les ex qui viennent hanter les gens. Et ben voilà, Buffy c'est son premier jour dans son nouveau travail. Elle devrait profiter, s'installer tranquillou. Non. Faire son travail peut-être déjà faire son travail. Plutôt que de descendre au sous-sol. C'est ce qu'elle va faire. Non, elle descend direct voir son ex au sous-sol. C'est quand même étrange. Elle va, et comme tu dis, s'occuper de son ex. Un problème là, putain, le gars qui va pas bien. Elle va même s'occuper du mec qui a essayé de la violer. C'est quand même une personne assez exceptionnelle. C'est clair. À ce moment-là, la musique est pareil, hyper flippante. On est vraiment en mode le bad guy. Mais là, on est vraiment. Elle est vraiment filmée comme une proie. Ouais, c'est caméra à l'épaule et tout. C'est jamais dit, mais en fait, on voit qu'elle est pas en sécurité quand elle est avec Spike et qu'elle le ressent comme ça en fait. Non, puis le fait de la faire descendre sous terre dans un endroit sombre, ça rappelle. Elle est plus tueuse à ce moment-là. Elle est plus aussi forte, montrée aussi forte que ça quoi.
Et priorité au direct. On part en Angleterre. Nous voilà à Westbury, dans un bled qui existe vraiment, hein, contrairement à Sunnydale, qui se trouve dans le sud de l'Angleterre, dans le comté de Wiltshire. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, on est dans la propriété du comédien Anthony Head. Ça, on vous l'avait déjà expliqué dans un autre podcast. On va le redire, hein, du coup, parce que toutes ces scènes en Angleterre ont été tournées chez lui, dans sa propriété, qui se trouve. Alors, ça se trouve dans un autre comté. Ah oui, le comté de Somerset. Somerset qui veut dire Sunnydale, Summer. Endroit peuplé, terre peuplée l'été. Sunnydale, ça veut dire vallée ensoleillée. Oh là là. Tout est lié. D'accord. Magnifique plan là. Mais voilà, parlons de ce plan phénoménal. Donc c'est Joss Whedon qui a réalisé ces scènes en Angleterre. Ils étaient partis avec une petite équipe et les 2 comédiens pour tourner ça. Et là, à chaque fois que vous voyez, de toute façon, c'est un plan que vous voyez dans plein de films et plein de séries. À chaque fois que vous voyez des comédiens comme ça dans l'encadrement d'une porte en contre-jour, c'est pour faire référence au film de Searchers, La prisonnière du désert, un film de John Ford de 56, qui se termine comme ça sur ce plan iconique avec John Wayne qui pourrait rentrer dans la maison pour mettre fin à ses aventures, mais qui décide de partir vers l'extérieur, vers la profondeur des champs, l'immensité du désert, pour continuer ses pérégrinations. Et c'est ça que nous disait ce plan, c'est que Willow, elle hésite là, elle reste sur le pas de la porte. Pas de la porte, c'est ça. Elle hésite à sortir parce que donc pour rappel, elle était en cure de désintoxication de magie, et elle hésite à franchir ce pas parce qu'elle était bien dans ce petit cocon anglais avec tonton Jace, et là elle doit retourner vers le monde. Ce qui est intéressant, c'est que l'épisode suivant, c'est l'épisode de Willow qui revient à Sunnydale et qui doit se faire accepter par ses amis. Et en fait, elle est en train de faire le même chemin que Spike dans cet épisode-là, c'est-à-dire que elle doit refaire surface et accepter ce qu'elle a fait et essayer de se faire accepter par les gens, sauf qu'elle a été accompagnée par Giles. Bon, on va pas parler de la gravité des actes qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils n'ont pas bénéficié du même accompagnement tous les deux. Et d'un côté, t'as Spike qui est dans son sous-sol en train de bouffer des rats, et de l'autre côté, t'as Willow qui est beaucoup plus apaisée avec ce qu'elle a fait, parce qu'elle trouve le courage quand même d'y aller, quoi. Bah oui, non, mais si on parle de même ça peut être une réflexion générale sur la société. Quelqu'un qui a fait une faute, soit tu peux l'aider et la choyer, et voilà, soit tu peux le punir et l'enfoncer comme Spike, et ça marche pas. Et comme Face aussi en saison 3, où on voit que le conseil des observateurs, au lieu d'avoir une approche à la Giles, ils essaient de l'enfermer, et c'est ça qui l'a fait vraiment basculer du côté du mal, c'est la manière dont on s'est pris en charge. Ouais. Et là tu parles de Spike puni, mais il s'est puni tout seul aussi. Il choisit lui-même de. Oui, c'est vrai. De se mettre dans cette. Oui, il a choisi tout seul, mais voilà, c'est pas la bonne solution pour aller mieux. Il a choisi tout seul sans, parce que personne allait l'aider après ça. Hein. Ah bah oui. Évidemment. Pendant ce temps, Nancy se fait attaquer. Nancy, nouveau personnage. Un personnage qui débarque et qui va avoir un peu plus d'importance que juste la nana en détresse de l'épisode. Sur Yorkshire s'est fait attaquer, par contre c'était rigolo d'ailleurs. Enfin rigolo. Elle se faisait. Non, pardon, excusez-moi. Pour ceux qui aiment les chiens. Non, j'ai pas rigolo quand elle se fait traîner. Non, j'adore les Yorkshire évidemment. J'ai bien rigolé, moi. Oui. On le reverra pas ce rire. Mais voilà, Nancy elle va avoir un rôle sympa parce qu'elle va être un point de vue sur le Scooby Gang qui va pas arrêter de se dire mais qui sont ces gens, ils sont bizarres, et en même temps elle va refléter ce qu'ils sont en train de vivre et qu'ils ne veulent pas s'avouer, parce que elle, donc spoiler, elle a un problème avec son ex. Son ex est apparemment un mec très toxique et elle a du mal à s'en défaire, et c'est ce qui lui pose ses problèmes. Et les autres membres du Scooby Gang, donc surtout Xander et Buffy, ils sont dans la même situation, mais ils ne veulent pas encore se l'avouer ou n'en ont pas encore complètement conscience. Alors ouvrir les yeux un petit peu. Complètement. Et là, le Scooby Gang est au complet, là, début de saison 7. Il n'y a plus personne. Parce qu'elle a dit justement, Alex, il fait. Voilà, on est là. On appelle le gang, et voilà, on est là. C'est vrai et voilà, je vous disais. Spike qui apparaît de nulle part. Il y a un faux Spike qui vient d'arriver. Je vous disais, dans le Buffy, on connaît la règle. À la fin de l'acte 1, c'est là qu'on voit qui est le méchant de l'épisode. Et bien à la fin de l'acte 1, finit sur quoi ? Finit sur Spike qui déboule dans le salon et qui dit salut, je viens vous aider, tout ça machin. Pour rappel, Buffy, donc c'est la première fois qu'il reparle à tout le monde depuis la tentative de viol auprès de Buffy. C'est la première fois qu'il a l'air normal face à Buffy, et il le fait comme si c'était rien passé, donc ça va pas du tout, ce qui déstabilise Buffy aussi. C'est pas trop comment gérer ça. Il est en train de porter un espèce de masque là pour essayer de faire croire à tout le monde que tout va bien, mais parce que lui il n'arrive pas à admettre encore ce qu'il a fait en fait. Il y a aussi ce travail qu'il doit faire de regarder
ce qu'il a fait à Buffy, et c'est trop compliqué, je pense, pour lui. Du coup, il fait comme s'il y avait rien qui s'était passé, et peut-être ça va. Ça va passer. Sur un malentendu, ça peut marcher. On sait pas. Il essaye plusieurs tentatives dans cet épisode, plusieurs masques différents. Mais tu vois, ils vont s'isoler après dans un second temps, dans un second temps dans la scène. Buffy et Spike s'isolent. Et donc, il va y avoir des plans plus serrés sur eux, où on est vraiment, on rentre dans l'intime et tout. Et il va dire, non, je suis pas là pour m'excuser. Enfin, il est au courant de ce qu'il a fait. Ce passage est très gênant d'ailleurs. Bah oui, parce que je vois pas pourquoi les scénaristes l'ont écrit comme ça, en fait. Non, même je crois que c'est... Enfin, on va le voir, mais je crois que c'est Buffy qui lui dit, n'essaie même pas de t'excuser. Et du coup, c'est pareil, ça, je vois pas pourquoi les scénaristes lui ont fait dire ça dans sa bouche, en fait, parce que c'est important de s'excuser quand on a fait quelque chose de terrible comme ça. Et elle aurait eu besoin peut-être de l'entendre s'excuser, et lui aussi. Enfin, ce passage-là, moi je trouve que de la part des scénaristes et c'est étonnant que Joss ne s'excuse pas. Ah bah du coup tiens, c'est pas la peine que je peut-être un indice. Non mais c'est... Moi je le vois comme un aveu. On sait que Buffy a un énorme ego, elle a un ego de super-héros. Elle a pas besoin de ça. Et moi je me dis que elle n'a pas conscience d'avoir besoin de se reconstruire, j'ai l'impression elle est en mode déni, tu veux dire, par rapport à ce qui lui est arrivé en mode je suis la tueuse de vampires quand même. Donc oui, ce gars a fait un truc pas cool, mais je vais pas me laisser démonter par ça. Et plus tard dans l'épisode, au moment où Spike frôle sa main, elle a un flashback. Et là c'est là qu'elle prend conscience qu'elle a un petit travail à faire pour aller mieux, parce que ça l'a traumatisée. Alors je pense qu'elle se pense pas traumatisée à ce moment-là. Ils ont tous un travail à faire sur le déni dans cet épisode de toute façon. Et là, il est quand même à la limite du chantage, en lui disant, enfin je sais pas, en disant t'as besoin de moi là parce que en fait il est trop fort le méchant et tout, moi je suis là. T'as besoin de moi, faut que je travaille avec toi. Oui, il est un peu relou. Voilà, c'est le Spike le forceur, franchement. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de lui? Je suis pas si sûre que ça. Il dit bon non, je peux t'aider, non, je peux pas t'aider, moi je m'en vais, alors que c'est très bien que Buffy elle a besoin de lui parce qu'il est fort quand même. Donc... Il essaye de reprendre le rôle qu'il avait avant ce qu'il a fait en fait, pour faire comme si, pour occulter ce passage, dire on oublie. Et pendant ce temps, Xander se ridiculise comme d'habitude en essayant. C'est une technique de drague, ça. Il fait toujours ça, Xander. Tout à fait maîtrisé. Il montre très très maladroitement qu'il en pince pour Nancy, qui connaît seulement depuis 2 minutes, mais Xander il est comme ça. Dès qu'il y a une nana qui passe dans le coin, il tombe amoureux. Et c'est drôle parce que l'adolescente Dawn a plus de sagesse et se permet. Elle l'envoie chier, elle se moque de lui, et t'as de la baffe qui coule là. Elle se fout de sa gueule tellement, même elle, l'ado. Et on a oublié de dire un truc, c'est que Buffy, juste avant, elle l'appelle pour la première fois, elle dit à Spike depuis quand tu penses que tu es le champion of the people, qui va être son rôle à la fin de la série, en fait. Le champion avec la médaille. C'est annonciateur de ce qu'il va devenir. Mais comme on l'a dit, il a du taf. Parce que là, il en est. Oui, il a des trucs à faire là. On dit sur le chat, Spike, mon amour, qui dit il est habillé en bleu, il n'est jamais habillé en bleu. Ouais, parce qu'il porte un costume. Un costume, c'est ça. Mais ça va pas être moi j'ai l'impression sa tenue saison 7. J'ai l'impression de l'avoir vu plein de fois habillé comme ça. C'est en saison 7. Il la met plusieurs fois quand il est y a Spike, mon amour, sur le Andrew qui est otage, je crois qu'il porte cette tenue aussi. C'est peut-être la première fois en effet, mais j'ai l'impression qu'il... c'est une saison où il va revêtir pas mal de costumes différents en vrai. Ça cherche. La saison 7. Là on a une scène avec beaucoup moins d'intérêt parce qu'on a des dialogues en fait qui redisent ce qu'on vient de voir, donc c'est toujours moins intéressant de voir les choses par des dialogues que par l'image, et qui va prendre de l'intérêt, je vous ai dit, au moment où Buffy va frôler la main de Spike et ça va lui faire des flashs sur son agression. Il dit que Dawn est dangereuse aussi, ça c'est marrant. Depuis quand ta sœur est devenue si terrifiante, parce qu'elle lui a fait des menaces en fait. Elle lui fait une grosse menace, c'est génial. Elle s'approche de lui et elle lui dit si tu dors, est-ce que les vampires ça dort et tout, et si tu fais du mal à ma soeur je te brûle ou je sais plus quoi. Mais j'aime bien ce qu'ils font de Dawn dans cette saison, parce qu'elle a quand même été beaucoup trop écrite comme l'adolescente géniale, insupportable, etc. Saison 5 et 6 ils savaient plus trop quoi lui faire, et du coup en saison 7 elle gagne un peu en maturité, et elle est beaucoup plus intéressante. Elle devient un peu un nouveau modèle aussi pour les jeunes générations qui ont commencé à regarder Buffy vraiment à la saison 6-7. Moi j'ai des potes qui ont 10 ans de moins que moi et qui me disent ah non, mon personnage préféré moi c'est Dawn. J'étais là genre waouh, trop bien, parce que ma génération en général Dawn c'est... Moi j'adore Dawn, et puis surtout saison 7, et puis en saison 7 elle a l'âge qu'avait Buffy en saison
gamin. Et ça peut être un modèle. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est importante. C'est assez moche. Donc les flashs sur l'agression. Après, elle en a qu'une fois ces flashs-là, et moi je trouve quand même que après c'est trop légèrement traité cette histoire de tentative de viol. Elle lui pardonne un peu trop facilement. Mais de ouf, on est d'accord. Enfin, elle pardonne très facilement, ils en reparlent pas, et puis au bout de, ensuite, enfin bon, je vais pas spoiler, vous connaissez la suite de Buffy, il devient quand même si c'est pas de sa faute, un espèce de serial killer horrible. Et quand même à la fin, bon, c'est pas grave, elle y croit encore. Elle dort avec lui. Enfin, voilà, c'est quand même assez particulier cette rédemption. Elle est quand même. C'est bien traité. C'est peut-être que Spike, il est pareil, il devient un peu. Peut-être que les scénaristes sur Spike sont un poil accordés à ce moment-là. C'est bien traité du côté de Spike. C'est pas bien traité du côté de Buffy. Ouais, je suis d'accord. Ils sont trop gentils avec Spike parce que Spike, c'est le personnage le plus populaire après Buffy. Non, mais je suis d'accord avec toi, Cheval Sauvage. J'aime beaucoup Cheval Sauvage, ça me fait penser à Dirty Dancing. Oui, moi aussi. Cheval rename immédiatement. Cheval fougueux. Non, mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. C'est du côté de la psychologie de Buffy, ça va pas du tout. On n'est pas de son point de vue à elle. En fait, on est plus dans. On comprend mieux comment fonctionne Spike en fait. Ouais, c'est ça. Dans les épisodes là. Et alors qu'on devrait être plutôt dans la tête de Buffy. La série, c'est quand même Buffy. Quoi. Et c'est peut-être pour ça que Spike a encore beaucoup trop, je trouve, l'image de l'amoureux super de Buffy avec qui elle devrait finir sa vie si t'écoutes beaucoup de gens. Et non, si tu prends juste les faits, les actes qu'il fait, il est très dangereux et faut pas s'en approcher quoi. Mais voilà, et on retrouve, Buffy est obligée de travailler avec lui, avec donc un gars qui a essayé de la violer et un ex toxique. Il lui dit qu'elle est un petit peu frileuse quand il la touche. Voilà, il est scandaleux. Mais voilà, c'est parce que c'est la thématique de l'épisode. Quoi qu'on fasse, les ex sont toujours là à nous hanter dans un coin de la tête et tout. C'est ce qui va être répété dans toutes les scènes de cet épisode, notamment donc dans celle-là. Là, pendant ce temps, Xander a raccompagné Nancy chez elle. On est dans une sorte de comédie romantique là. Si tu continues la sitcom de tout à l'heure. Il y a de la gêne suite à ce qu'on peut qualifier de premier rendez-vous, parce que dans Buffy, qui est une série fantastique, toutes les scènes fantastiques sont une métaphore de la vie amoureuse. Donc là, ils ont été sauvés d'un monstre, ça pourrait être un premier rendez-vous. Là, on va voir que le monstre va les attaquer, ça pourrait s'apparenter à un premier baiser ou un truc comme ça. Enfin, c'est toujours un peu comme ça dans Buffy. Ouais, c'est très du pur Buffy cette scène en fait. Du coup, c'est très cool. Ouais. Bah oui, et donc justement, au moment, il s'en empêche un petit peu là en plus. Voilà, et au moment où ils sont en train de se dire bon, peut-être on fait quelque chose, et là il y a le monstre qui les attaque. Le ver de terre. I just got a swell idea. La forme du passage, il y a un plan sur le. Ah voilà. Non, je parle pas de. À quoi vous fait penser ce verre? Moi je parlais pas ça. Voilà, si déjà, mais la trace que laisse le monstre aussi. Bah il laisse une grosse trace. Il fait penser au ver de Dune surtout. Ah oui, en plus petit. En plus petit, oui. Et donc là ils sont encore plus mal à l'aise. C'est lui qui dit ouais, je te parle de mon ex, c'est pas ça, c'est pas son nom. Et ben là ils vont commencer à se confier, parce qu'après une scène aussi effrayante, donc ils ont failli se faire bouffer par. Non, le monstre est parti tout seul. Ver de terre. Il a même pas attaqué. Oui, parce que là c'est bon, ils vont parler maintenant. Il est arrivé sur la partie escalier. Ça veut dire il peut pas monter l'escalier. Carrelage il est bon. Quand il faut défoncer du carrelage, ça marche. Mais dès qu'il y a de l'escalier, il est. C'est là qu'on apprend qu'elle aussi a un ex toxique. Ouais. Et voilà, exactement. Et donc il s'appelle Rory ou Randy, je sais pas. Ronnie. On y était presque. Ronnie. Et même Nancy le dit. Your ex constantly ruin every part of your life. Ton ex ruine constamment chaque partie de ta vie. Voilà. On répète cette même thématique, et elle parle aussi d'avoir souhaité que son ex devienne un démon. Xander entend ex et souhait, et immédiatement il pense à son ex, à lui, il pense à Anya, qui pour rappel Xander l'a quitté devant l'hôtel au moment du mariage, donc il y a un truc très très dur aussi pour s'en remettre au niveau trauma, et Anya est redevenue démon vengeur qui exauce, voilà, et qui exauce les souhaits des femmes bafouées. Et un peu foiré là son souhait du coup, parce qu'elle est censée venger les femmes bafouées, mais là elle n'a pas vraiment aidé la pauvre femme qui au contraire continue d'être harcelée. Est-ce qu'elle a interprété peut-être le vœu Donc là on voit Anya dans ses œuvres. Anya génial. Anya est formidable. On écoute la BO là, un point BO. Derrière c'est le morceau de Gus Gus qui s'appelle David, et c'est I Still Have
Have Last Night in My Body, un titre, plusieurs significations. On aime bien ça. Et c'est la fin de l'acte 2. Donc la deuxième c'est déjà la fin de l'acte 2. Après Spike, c'est Anya. Non, je dirais plutôt qu'on avance dans l'enquête, quoi. On trouve d'où vient le démon. Ah oui, bah donc c'est elle la méchante de l'épisode. Mais non, le méchant de l'épisode, c'est les ex. Mais je sais bien, mais du coup, la construction, c'est un peu comme ça, du coup. T'as raison, on a fini le premier acte. En plus, ils vont même se battre contre elle. C'est une grosse scène de baston. Il est malin quand même. J'ai déjà vu la série. Et oui, donc toujours les ex, toujours dans les pattes, voilà. Pénis. T'as loupé, enfant cheval. C'est la réaction d'Anya quand elle voit Alex. Magnifique. Ouais, parce qu'au lieu de dire God ou fuck, elle dit pénis parce que c'est ce que lui évoque le Xander. En fait. Le ver géant. Quand Xander arrive, elle dit ça. Et elle va même le dire, la thématique de l'épisode, elle va dire Guys, I'm working here. Elle est en train de travailler, quoi. Donc son ex et les copains de son ex viennent l'emmerder au moment où elle est en train de travailler. Enfin, c'est vraiment on est envahi par les ex dans cet épisode. Il y a un truc qui est rigolo. Anya entend dire que le petit chien de Nancy est mort. Oh Puppy, elle est un peu triste et c'est drôle quand on a écouté la fiction Slayers, la fiction d'Audible, on sait que Anya a un lien particulier avec les petits chiens, donc ça c'est rigolo de voir ça. Nancy donc découvre aussi également les passifs sexuels compliqués de tous les membres du Scooby Gang. Elle va se rendre compte que tout le monde a couché avec tout le monde dans surtout Spike. Dans ce groupe. Il y a un regard entre Xander et Spike à un moment qui est assez marrant. J'aime beaucoup il y a un espèce de sous-texte homo-érotique entre Spike et Xander. On aurait pu mais voilà, elle demande Is there anyone here that hasn't slept together? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas couché ensemble? Et c'est à ce moment-là, comme vous dites, que Xander regarde Spike. Ça fait écho à la fois où le Buffy bot couche avec Spike et Xander lui explique que Spike est beau et musclé, donc qu'elle aurait pu craquer et qu'elle lui dit peut-être que toi t'as couché avec lui. Et moi, ça me donne envie de coucher avec Spike. Non, de parler des Sponder Files. Est-ce que vous savez ce que c'est les Sponder Files? Ah oui, moi j'ai oui, ça existe. C'est les fans du couple Spike et Xander, enfin du couple du sous-texte. Il y a beaucoup de fanfiction sur Xander et Spike. Ouais. Il y a pas mal de sous-textes homo-érotiques parce que tu parlais de ce moment-là, mais il y a aussi un fameux moment où il est quand même dans la saison 4 où il est ligoté dans le sous-sol de chez Xander et ils font un petit jeu de rôle. Il y a même Spike qui imite Anya. Enfin, on fera un hors-série sur ces épisodes peut-être. Allez sur sponderfiles.com, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un site qui recense. Il y a carrément un site. Toutes les fanfictions. Uniquement sur ce couple. Sur Xander et Spike. C'est génial. C'est de niche quoi. C'est trop bien. Et là il se passe un truc horrible. Donc Anya qui est l'ex-amante de Spike. Ils ont aussi couché ensemble. Voilà. Et est-ce que Spike ne trouve rien de mieux à faire que de se mettre à frapper Anya. Anya qui a juste, on le comprend, qui a vu que Spike a récupéré son âme. Mais oui, parce que le déni c'est beaucoup mieux. Et la violence aussi. Il tape sur Anya se défend. La violence, c'est un démon. Mais heureusement que c'est un démon, Anya. Enfin, parce que sinon il est gratos. Bah oui, c'est. Alors peut-être qu'il lui tape dessus parce qu'il sait que c'est un démon. Parce que si c'était une humaine, il pouvait pas taper avec la puce déjà. Il pourrait pas de toute façon. Non. Ah oui. Ouais. Mais bon, faut pas taper les gens quand même. Et donc Buffy lui pète la gueule. Et après le coup il cherche, c'est là qu'il est en mode. Mais attends, il tape Buffy en plus quoi. Alors qu'il était censé venir l'aider quoi. Parce que là il est encore dans un autre rôle parce que là il repart dans ce rôle de vampire qui a pas d'âme et qui est juste un gros connard en fait. Moi pour moi il est en train de aussi à la fois où ils ont fait l'amour sur le qui pour moi est une scène assez problématique d'ailleurs parce qu'il n'y a pas vraiment de consentement dans cette scène mais sur le balcon en saison 5. Il redevient le méchant Spike. Et il redevient celui qu'il a toujours été pour moi parce qu'on entend là, c'est là qu'on entend le morceau qu'on a écouté en tout début de podcast, It Came From Japan de Von Bodins. C'est dans les paroles de ce morceau très rock disent clairement que t'as beau essayer de cacher ce que tu es, tu redeviens toujours le naturel revient.
Et c'est ça, Spike est un mauvais garçon et ça. Fricks. Et ça revient quoi. Là, Nancy, c'est génial, elle sort du truc en disant qu'elle tombe que sur des tarés, donc c'est des fricks, elle traite les héros, ça se fait nos pas. héroïnes, les gens qu'on suit depuis cette saison, elle les traite de fricks quoi. Et en même temps, on la comprend quand même. Quand oui. Non, mais le point de vue extérieur est bienvenu sur cet épisode, c'est une bonne idée aussi de l'épisode quand même, ce personnage. Ouais. Nancy, il y a un petit clin d'œil, donc Nancy et son ex du coup s'appelle Ronnie, donc le diminutif de Ronald. Nancy et Ronald, c'était le couple présidentiel des années 80. Ronald Reagan et Nancy Reagan. Ah, ça fait exprès. Celle-là, je l'avais pas vue. Peut-être. Nancy est mal, et là, alors il y a un truc étrange, pourquoi Buffy et Spike ils sont sur les toits là? Évidemment, pourquoi ils patrouillent jamais sur les toits? Je trouve ça un peu. Là, il y a un verre qui défonce tout au sol, ils sont sur les toits. Ils prennent leurs précautions. Bien. Ouais. Parce que si tu marches par terre, tu te fais bouffer par le verre. Ouais, d'accord. Non, je trouve ça un peu bizarre, ils font jamais ça. Très beau dicton. Si tu marches par terre. Et dans pour la sauver après en Spider-Man. Et dans cette fin d'épisode, les couples se sont reformés symboliquement, hein, j'entends, parce que effectivement, Spike et Buffy font équipe pour aider Nancy. Et là, Xander et Anya, comme on le voit, refont à nouveau équipe. Oui. Non, mais ils se retrouvent tous les deux. Xander essaye de convaincre Anya de mettre fin au sort qui a transformé. Ronnie, j'arrive pas avec ce prénom. Ronnie en verre de terre. Le verre. Voilà. Verre de terre. Mais donc voilà, non, Hop, Spider-Man, Spider-Woman. Le sauvetage est quand même super classe. Ça, c'est sympa. C'est pour ça qu'elle était en l'air. Elle aurait pas pu le faire sinon. Pour ce plan avec la corde après, c'est le réel qui s'est fait plaisir en fait. Oui, bah elle vient d'être sauvée là. Et donc là, voilà, la jeune femme est sauvée. Buffy a l'air de gérer la situation. Et qui vient alors que tout va bien. On lui a rien demandé. On lui a absolument rien demandé, comme tu dis. Regarde, je suis gentil maintenant. Et là, pareil, il dit j'ai une puce. Bah, c'est là qu'il le rappelle au spectateur en tout cas. Et Spike ne règle le problème qu'avec de la violence. Et surtout, c'est inutile ce qu'il fait. Parce que c'est inutile, mais pas pour lui. Le sort finalement pile à ce moment-là, et donc le pauvre Ronnie se fait transpercer. C'est inutile pour Ronnie, mais par contre c'est utile pour Spike. Bah ouais, non mais c'était la violence ne sert à rien. La morale de cette scène, c'était ça quoi. Clairement, c'était débile ce qu'a fait Spike. Je suis mitigée là-dessus. La violence sert à quelque chose. Tu aimes la violence? Parce que je vois pour moi là, Ronnie, il représente Spike en fait. C'est un connard qui a violenté sa copine et qui là est prêt à recevoir une punition. La question c'est, est-ce que quelqu'un qui a commis un acte pareil, c'est ok ou c'est pas ok de le punir en allant le tuer, le transpercer en fait. Ouais. Et il se pose cette question là, Spike, en fait il se demande ce que j'ai fait, c'est bien ou c'est mal. Et la question c'est, Spike, est-ce qu'il mérite et il a dit sorry pardon ou pas? Oui, en plus. Et c'est la première fois qu'il dit sorry à quelqu'un, alors il lui dit à Ronnie. Mais parce que c'est la première fois qu'il fait du mal à quelqu'un alors qu'il a son âme. C'est vrai. Oui, peut-être. Juste avant, il a frappé Buffy, il s'en foutait un peu. Oui, ça c'est leur relation classique. Là, il a peut-être tué quelqu'un là. Mais effectivement, là il y a un truc super important, c'est que pendant tout ce début d'épisode, les moments où Spike a l'air d'être normal, moi je pense qu'il se dit j'ai une âme, donc c'est bon, j'ai plus besoin je suis redevenu humain. Et c'est aussi ça que nous dit cet épisode, et que va nous dire tout le cheminement de Spike pendant la saison 7. C'est pas parce que t'as une âme que t'es une bonne personne. Plein d'exemples dans le monde actuel nous montrent que c'est pas parce que t'as une âme que t'es une bonne personne. Donc voilà, c'est ça que Spike n'a pas encore compris. Quel exemple ça? Je sais pas, le gouvernement de la France par exemple. Et c'est ça qu'il est en train de gérer là. Il sait pas comment être une bonne personne en fait. C'est pas lui. Bah oui, c'est ça. Cet épisode, c'est un peu le Spike Show, quoi. Le gars débarque à chaque fois avec toutes ces galères psychologiques. Il est balance à Buffy, démerde-toi avec ça, quoi. Moi, c'est ça. C'est pour ça. En fait, maintenant, je me souviens, il m'avait un peu saoulé cet épisode. Parce que le Spike Show, ça m'énerve un peu. Il ramène tout à lui, ce gars. C'est alors qu'il y a d'autres soucis là à régler dans l'épisode. Et là, il part en courant. Genre, voilà. En fait, c'est vraiment un truc de production. Le personnage est devenu tellement populaire qu'il faut le mettre en avant et pas forcément. Cet épisode a été écrit pour Spike après. Ouais. Donc sans Spike, cet épisode, il est pas là de toute façon. Oui, t'as raison. Vu la dernière scène, qui va relever un peu l'épisode. Quand même.
Ça aurait été bien qu'il parle de Buffy. Aussi, tout le moment où il a l'air un peu taré, il parle tout seul. Là aussi, c'est pas sans nous rappeler. Enfin, compliqué. On saura plus tard qu'il est un peu torturé par The First aussi, donc qui voit ses anciennes victimes ou au moins des gens morts lui parler. Alors ça plus Slam, c'est vrai qu'ils l'ont pas ménagé. C'est ça. Donc ça, là, on le voit pas, mais ça nous rappelle l'épisode Ammons. Vous vous rappelez l'épisode Ammons en saison 3 où Angel est torturé par The First, et là c'est un peu ça. On a Spike, donc qui a également un vampire avec une âme, qui est torturé par The First pour lui mettre devant lui ses anciennes victimes. Priorité au direct pour la dernière longue scène de l'épisode. Une des meilleures scènes la meilleure scène de l'épisode de la série. De la série carrément, tu mets. Je la trouve magnifique cette scène. C'est vrai. Ah, une scène magnifiquement, elle dit beaucoup de choses. Magnifiquement éclairée, magnifiquement mise en scène et entièrement retournée. Ah bah là, raconte-nous ça, Riley. Magnifiquement écrit. Magnifiquement écrit, oui aussi. C'est juste que c'est Joss Whedon en fait lui-même qui a retourné cette scène. Puisqu'en voyant les images, il n'était pas convaincu par le jeu de James Masters. Il lui a dit bah non, tu joues mal. T'en fais trop, comme au début de l'épisode, comme par hasard. Mais il a dit t'en fais trop, mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Il a dit t'étais mal dirigé. Donc on va tout refaire. Et sympa pour la personne du coup. Et là, c'est pas le mec que son costume ne fonctionne pas et qu'il l'a enlevé. Il admet lui-même qu'il avait mis un costume et que ça marche pas en fait. Oui, voilà, ce truc. Non, mais du coup, ce que va lui dire Joss, c'est d'être plus distant en fait sur la situation et pas jouer la folie comme un peu surjoué comme il l'a fait au début en fait. Alors, en mode rat, là, il faut qu'il retourne dans les ombres et tout. Il est beaucoup plus juste dans cette scène que tout début. Puis bon, on le remet torse nu histoire d'avoir que les fans aient leur petite dose de Spike. Je crois que c'est dans son contrat. Chaque épisode, faut qu'il soit torse nu. Contractuellement, maintenant, faut qu'il montre un téton, quoi. Et on a un Spike donc christique. Ça se passe dans une église. Il y a plein d'images religieuses. Donc on est d'accord, ça va parler de la rédemption, de la culpabilité, du poids des fautes, tout ça. Spike donc, se met à nu. On voit, il a même des cicatrices et tout. Enfin, on a vraiment l'impression de c'est un Spike Jésus-Christ quoi, qui va finir sur une croix. En mode il va porter sa croix là, il la porte pas mais c'est complètement ça l'image du poids des fautes, de la culpabilité. Il accepte sa culpabilité. Il sacralise toute l'histoire avec l'âme retrouvée de Spike et carrément dans une église Jésus prophète. C'est aussi que là à ce moment là la seule chose qui est importante c'est le pardon de Buffy en fait. Sans le pardon de Buffy il peut pas se racheter. Il y a rien à faire, il y a qu'elle qui peut lui dire ok enfin. Mais il faut qu'il le demande pour ça. Il le demande pas. Il fait tout un sketch en se prenant pour Jésus en fait. Donc moi j'ai un peu de mal avec la rédemption de Spike parce que en plus c'est ça, enfin toute l'imagerie un peu christique et tout. Et puis ça fout le rédemption à la fin. Le grand champion. Enfin. Je sais pas, il y avait d'autres moyens d'aborder d'un côté l'âme et de l'autre côté la tentative de viol de manière peut-être plus réaliste, vu que la tentative de viol était réaliste en fait, alors que l'histoire de l'âme est plus surnaturelle. Donc, mais ce qui a été reproché aussi beaucoup, Singred, on en avait parlé quand on avait ça, c'est pas un épisode qui a plu beaucoup. Alors est-ce que ça casse beaucoup l'image de Spike? Est-ce qu'entre les deux saisons, il y a eu les scénaristes se sont dit on est peut-être allé trop loin avec Singred et il faut peut-être qu'on reste sur le. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout correctement traité. Ce qui est sûr, c'est que Spike est un personnage vraiment très très important maintenant, donc il faut absolument le. Là, on a un plan assez génial parce que donc en fait dans cette scène, le seul intérêt de cette scène, c'est parce que tous les spectateurs et spectatrices sont au courant que Spike a son âme à ce moment-là dans la série. Et le seul intérêt de sa scène, c'est que Buffy l'apprenne. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est la grosse scène de la fin d'épisode. Et le spectateur n'acquiert aucune info, c'est le personnage principal qui acquiert cette info. Elle le comprend petit à petit en plus par rapport aux références qu'il fait et tout ça. Et là il y avait un plan génial où référence Angel, directement. Où Buffy est nette et derrière lui il y a Spike qui rentre dans le cadre de manière floue et tout. Alors c'est encore une fois une histoire de Dex qui est toujours là derrière dans l'ombre, flou quelque part. Et elle comprend petit à petit que donc, The Spark, l'étincelle que mentionnait Spike dans ce début de son monologue, c'est donc son âme, il a bien retrouvé son âme. Et la mise en scène nous dit ça, elle nous dit c'est une nouvelle personne qui s'est mise à nu et tout, donc c'est ça qu'on essaie de nous faire avaler, que Spike est devenu une nouvelle personne, maintenant tout va changer, faire avaler finalement. Parce que justement la mise en scène de cette scène d'église c'est super, enfin il est fort ce Joss Whedon quand même. C'est vrai il lui dit Buffy shame on you quand même quoi. Moi je ne peux pas. Il est pas si fort que ça. Oui parce que c'est ce que j'ai écrit, parce que la scène est super
pour Spike, mais Oui, si voilà. on parle de Buffy, ça va pas du tout. Ouais, voilà. La pauvre de Buffy doit se remettre de son agression et déjà se remettre de son agression en voyant Spike comme un ignoble bonhomme, c'est pas facile, mais maintenant elle doit se remettre de son agression en voyant Spike comme quelqu'un de super qui a sacrifié sa vie, qui va vivre une vie de souffrance comme sacrifice pour la rédemption. Pour elle aussi, quoi. Elle a rien demandé de tout ça. Exactement. elle doit porter ce poids aussi que Spike lui fait porter. Enfin, je trouve que c'est beaucoup, quoi. Ouais, non, moi, je suis assez d'accord sur ce traitement. Et puis, en fait, le personnage de Spike aussi, évidemment qu'on s'y attache parce qu'il est là depuis la saison 2. C'est celui qui a le plus long arc de rédemption, en fait, de toute la série. Parce que si tu vois par rapport à Angel, il est là que les 3 premières saisons, alors que Spike, vraiment, et Face, pareil, on voit pas vraiment sa rédemption à Face. On la voit un petit peu dans la série Angel. Et encore que sur 2-3 épisodes, alors que Spike, c'est tout un arc enemy to lovers, et ensuite, lovers toxiques. Enfin, du coup, je pense que c'est pour ça qu'on est très focalisé sur Spike, parce que l'écriture fait qu'on s'y attache plus. Et c'est donc la fin de l'épisode déjà qui est passé beaucoup trop vite. Il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de dire. Il y a un jingle conclusion, ça. Je pense qu'il faut se faire une petite conclusion parce que là c'est passé beaucoup trop vite. On va lancer surtout le jingle de la conclusion pour conclure sur cet épisode. Principe. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Oui, conclusion. Donc je vois que sur le chat aussi, ça débat beaucoup sur Spike et tout. Oui, personnage très très complexe et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça que c'est un personnage génial, c'est qu'il est extrêmement complexe. La scène de l'église me met toujours mal à l'aise, dit Rino. Est-ce qu'on a des choses à raconter en conclusion? Ryan, est-ce que tu as de la conclusion? Alors, il y a des scènes sympas dans cet épisode, mais c'est pas vraiment le meilleur épisode de Buffy, on est d'accord. Ouais, c'est clair. C'est pas ouf. Je suis un peu d'accord. Non, c'est un peu plat. Est pas ouf, non. Ouais, c'est un peu plat. La thématique, c'est rigolo, mais Spike, effectivement, ça va pas. Buffy, pareil, ça va pas trop. Et puis la thématique des ex-harceleurs, on en a. Elle est très très récurrente dans Buffy. En fait, il y a plusieurs épisodes qui en parlent. De ça, je suis assez d'accord. En fait, c'est un épisode qui fait pas bouger, qui fait rien bouger finalement. Ce sera plus intéressant quand Willow va revenir l'épisode d'après, mais celui-là, bof. En fait, c'est à l'image de toute début de saison 7, qui est assez plat finalement jusqu'à peut-être le 4, même 5 avec Leftless. Je suis pas d'accord. Mais continue, mais je suis pas d'accord. Selfless, pardon. Moi non plus, je suis pas d'accord. Et Conversation with Dead People. Ah non, Help en 4. Bon, bref, je ne sais plus. Non, c'est 7 Conversation. Il est déstabilisé. Non, c'est que je veux dire qu'en fait le début est mou, voilà, tout simplement. Et que c'est mieux après, évidemment. Et j'ai beaucoup aimé Nancy dans cet épisode, ça je l'ai déjà dit. Les Freaks, ça c'était cool. Non, en fait j'ai tout dit. Moi j'ai rien à dire sur cet épisode parce que pas incroyable. Enfant Cheval, est-ce que tu as une conclusion à apporter à cet épisode qui a été génial, hein, il n'est pas du tout plat comme le dit Ariel. Je suis pas d'accord, moi. Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis à côté de la plaque, mais pour moi, la thématique de cet épisode, c'est pas les ex. C'est pas la thématique principale. J'ai l'impression surtout que cet épisode, il parle du déni et du refoulement en fait de plein de choses, parce que en fait, quand je regarde les épisodes, j'aime bien un peu me faire l'avocat du diable et ça m'intéresse pas trop de savoir si Spike il mérite d'être pardonné ou pas, si c'est un connard ou pas. En fait, ça c'est à Buffy de décider si elle veut lui pardonner, c'est à la victime de décider si elle pardonne à son bourreau. Et nous, on n'a rien à dire là-dessus. Mais par contre, pour moi, là, le thème du déni, en fait, le ver, si on regarde bien, il attaque quasiment à chaque fois que quelqu'un refoule quelque chose. Il attaque quand Spike il refoule son âme, au moment où Anya est en train de voir son âme où il veut pas l'admettre. Il attaque au moment où Nancy et Xander sont en train de se demander s'ils ont pas envie de s'embrasser. Le petit chat, le Yorkshire, il était en déni, il voulait faire pipi et il l'a pas fait. Et dans cet épisode, Spike il arrête pas de revêtir plein de costumes différents parce qu'en fait, il a son âme là. Et s'il écoute son âme, la culpabilité qu'il va ressentir, elle va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop forte et il peut pas l'assumer parce qu'il sait que ce qu'il a fait, c'est horrible. Et la question, c'est pas est-ce que c'est horrible ou pas, c'est horrible en fait. Il y a même pas de question là-dessus. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le ver disparaît au moment où Spike, il va aller attaquer Ronnie. Et au moment en fait où il peut plus nier sa culpabilité parce que là il est en train de la ressentir, il a fait du mal à quelqu'un d'innocent et il a fait du mal en plus à quelqu'un qui est comme lui, qui est un homme qui a abusé de sa copine
Et du coup, il se retrouve dans la même situation que le mec qui est en face de lui là. Est-ce que en fait, il mérite le pardon ou est-ce qu'il doit être puni? Et il y a tout un chemin sur le déni qu'il est en train de faire où il doit accepter en fait que il est coupable et du coup, une fois qu'il est coupable, eh bien, il doit ressentir toute cette culpabilité de ce qu'il a fait à Buffy. Et pour moi, le thème de cet épisode, c'est ça en fait, c'est d'accepter que quand tu as fait quelque chose de terrible, si tu le nies et que tu veux pas le voir et que tu mens à tes proches en espérant porter un espèce de masque qui n'est pas toi, en fait, tu détruis encore plus ton entourage et qu'au moment où la vérité elle ressurgit, en fait, elle détruit tout en fait. Si tu essayes de cacher, comme on dit, sous le tapis les trucs, ça remonte comme un ver démoniaque. Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. Du coup, j'adore cet épisode et Spike, ce qu'il a fait, c'est horrible et il n'y a pas de question là-dessus, mais je trouve que c'est pas forcément la question dans cet épisode. Après, je suis d'accord, je trouve qu'au niveau de Buffy, c'est pas bien traité du tout par contre. Mais Buffy, c'est pas le thème de cet épisode en fait, hélas. Ouais, c'est ça. Et les ex, peut-être, t'as raison, c'est plus dans la construction de l'épisode, parce qu'on retrouve les ex les uns après les autres. Ouais, en surface, c'est ça, mais Buffy, c'est jamais la surface. Oui, il y a plusieurs couches. Il y a des vers sous la terre qui... Bah oui, le ver serait-il l'inconscient? On nous dit sur le chat, on ne sait pas. Et vois-tu le verre à moitié plein? Ça, c'est Big M qui dit ça. Elle était nulle. Marion, est-ce que tu avais des choses à ajouter en conclusion de cet épisode? Non, mais c'est intéressant ton analyse sur le déni. Moi, c'est peut-être juste ça le problème que j'ai, voilà, vu que j'ai tendance à regarder Buffy avec un angle féministe, le fait que tout l'épisode soit vraiment plus centré sur l'agresseur que sur la personne qui a été agressée, c'est un peu récurrent dans Buffy en vérité, parce que, comme je disais, c'est pas le premier épisode, il y en a eu pas mal des épisodes avec des personnes de l'entourage de Buffy qui se révèlent être des ex-harceleurs. Il y avait le robot Ted en saison 2, il y a l'épisode de Sadie Hawkins aussi, Sadie Hawkins avec James et sa prof, où c'est pareil, en fait, ils supportent pas la rupture et il la tue et on est encore une fois dans la tête de James pendant tout le truc et on ça parle reste encore romantique, ça reste et en plus ils l'ont romantisé et Spike et Angel pareil, sont à un moment donné ou à un autre un danger imminent pour Buffy et ses proches et surtout pour Buffy, et du coup voilà la manière dont la série aborde en fait tout ce qui est violence conjugale, violence des hommes envers les femmes, finalement en fait quand tu creuses un peu tu te rends compte que ils sont pas tant que ça ils sont plus dans la tête des agresseurs que dans la tête et c'est ce que fait la société aussi, hein. Alors Buffy le fait bien quand même, la manière dont elle le fait quand même bien, mais voilà, c'est ma petite critique sur Buffy. C'est pour ça que cette série n'est jamais est toujours sur un entre-deux, et t'as une phrase comme ça dans ton livre que j'aime bien, c'est que tu dis que c'est une série qui a été écrite avec plein de bonnes intentions, mais qui a été écrite dans un univers où le patriarcat est encore dominant, et c'est un mélange de plein de choses compliquées, et puis qui a écrit en majorité, il y a beaucoup de femmes, mais en majorité c'était quand même Joss Whedon derrière, et c'était des hommes, et ça se voit dans certains épisodes. Comme tu dis aussi que c'est un mélange de female gaze et de male gaze permanent, quoi. Donc c'est intéressant de voir ça. Est-ce qu'on avait d'autres choses à ajouter en conclusion? Moi je crois que c'est bon. Non, c'est bon, les ex, il faut pas en reparler. Faut avancer, faut aller de l'avant. On en a marre des ex. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Alors, oui, c'est ça, allons de l'avant. Rubrique de l'invité là. C'est parti, et là on va passer sur la rubrique de l'invité. Plein de questions, t'es pas prêt. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh, gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça me donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Et oui, rubrique de l'invité. Donc Marion, merci encore une fois d'être participé à notre podcast. Mais c'est un plaisir. Alors, on a 3 questions rituelles à poser. Et après, on va parler de ton livre surtout. Mais avant ça, donc on pose les questions rituelles. Comment tu as découvert Buffy ? J'ai découvert Buffy devant ma petite télévision cathodique, le tube cathodique, en 1998 lors de son lancement, la trilogie du samedi soir. J'ai découvert, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, je pense lors de la première diffusion, parce que je me souviens vraiment, je m'en souviens pas très bien, mais je me souviens clairement d'avoir regardé le pilote, donc et d'être rentrée dans l'univers, d'avoir trouvé ça génial, et voilà, j'ai découvert ça adolescente, quoi. Trop bien, trop bien. Et je pose jamais cette question, mais là elle me vient comme ça, une élimination. T'as continué à regarder la série après, comment c'était quoi ton rapport à la série entre cette première découverte et là il y a quelques années où t'as commencé j'ai écrire le livre?
Ouais, bah déjà, je suis devenue vraiment très fan de Buffy quand j'étais ado, donc j'enregistrais tous les épisodes sur des petites cassettes vidéo, je mettais le titre saison 1, épisode 1, machin. Par contre, tout en français parce que c'était. on n'avait pas la VO. Ouais. Voilà, j'ai tout vu en français. Et puis après, quand j'ai pu acheter les DVD, j'ai acheté les DVD. Et puis ensuite, c'était un rewatching, je sais pas, tous les 2-3 ans, quelque chose comme ça, je dirais. Ah ouais, quand même, d'accord, ouais. Il y a peut-être une période où j'ai un peu moins regardé, mais bon, voilà, régulièrement, quoi. Maintenant, c'est peut-être tous les 3-4 ans, et encore, non, pas vraiment, avec la sortie du livre, en fait. Il y a eu 2 rewatch en l'espace de 3 ans. C'est ta préférée de tout le temps. Ouais. Ouais, avec Dawson, on va dire. C'est vraiment les deux séries. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a une réplique d'ailleurs à la fin de Buffy dans la saison 7 quand Angel revient et qu'elle lui dit tu vas pas me faire un plan à la Dawson. J'étais là, oui, parlez de Dawson. Mes 2 séries préf. Ton épisode préféré? Alors c'est super dur. Bah, évidemment. Non mais j'en ai plusieurs en fait, mais c'est difficile. Ouais, en plus, ce qui est chiant, c'est que c'est pas forcément. C'est quand tu connais bien la série, mais j'adore l'épisode The Wish et Doppelganger, le double épisode avec qui se passe dans une réalité alternative où Buffy n'est jamais venue à Sunnydale et où du coup Cordelia fait un vœu. Et en fait, c'est là que tu vois Xander et Willow en vampire. Et t'as un premier indice sur le fait que Willow va être gay. Et c'est assez génial. J'adore quand la série joue avec les codes. Un autre de mes épisodes préf, c'est ce que j'ai du mal à faire un top 1, 2, 3, mais l'épisode Halloween de la saison 2, je l'adore parce qu'on connaît déjà, on a déjà bien les codes, et là on se retrouve avec les codes sont brisés en fait. Ouais, voilà, quand on est dans les codes de la série et après elle joue avec quand c'est le méta dans le méta, je suis très fan. Mais après il y a plein d'épisodes, j'ai du mal à regarder The Gift sans chialer encore aujourd'hui, ou le dernier épisode est la fameuse Are You Ready to Be Strong, c'est voilà, quand j'ai fait une conférence il y a pas longtemps, j'avais limite les larmes aux yeux à passer l'extrait Are You Ready to Be Strong. Ouais. Et ce final, c'est aussi ce qui fait, je pense, qu'on en parle encore aujourd'hui, en fait, vraiment le choix les derniers épisodes, le choix de mettre en avant un espèce de pouvoir au féminin complètement différent de ce qu'on a vu avant, cette espèce de choix du partage. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on parle aussi de et surtout on parle encore de Buffy comme d'un symbole féministe, etc. Bien sûr. Oui, et que ça soit, finalement, c'est pas si courant que ça, parce qu'on sait toutes les contraintes qui sont liées à la production d'une série télé. Tu sais jamais d'une saison à l'autre si tu vas être reconduit de ça. Et là, ils ont quand même réussi sur cette saison d'avoir cette saison cohérente et d'avoir une fin cohérente avec le début, de finir sur une sorte de boucle où la nana qui refuse son pouvoir, qui à la fin décide de le transmettre. Tout fonctionne parfaitement et c'est pas commun dans les séries télé. Non, c'est clair, c'est super rare déjà d'avoir une belle fin comme ça. Pour moi, c'est une des meilleures fins de série, Buffy. Et aussi, Buffy a eu plein d'héritières derrière, mais comme le disait Paco Thielman dans une conférence qu'il a donnée aussi sur Buffy Anne et ses sœurs, c'était sur ses héritières il y a quelques années. Comme il le disait très bien, en fait, Buffy a plein d'héritières, mais souvent elles sont seules en fait. Et il n'y a pas cette idée du collectif et vraiment de la sororité dont on reparle en plus depuis 2017, qui est esquissée et qui est montrée vraiment dans l'action dans le final de Buffy. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup fait mieux que Buffy en termes de... Buffy, c'est beaucoup le Scooby Gang aussi. C'est un mot qu'on dit presque autant que Buffy, Scooby Gang dans ce podcast. C'est vraiment l'équipe est aussi importante que le reste. Alors passons au livre. Donc tu as la troisième question. La troisième question, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu ne regardes pas Buffy? Donc tu écris des livres Buffy. Alors tu es journaliste, donc tu n'écris pas que des livres. Je crois que c'est ton premier livre, c'est ça, non? Ouais, c'est mon premier essai. Ouais. Donc normalement tu écris des articles. Oui, c'est ça. Non, je suis journaliste culture et je me suis spécialisée pendant une dizaine d'années du coup sur les séries, notamment parce que aussi très jeune, moi j'ai été biberonnée aux séries et du coup même si je regardais aussi beaucoup le cinéma des années 90, au final le milieu des critiques de séries aussi était un peu plus ouvert quand je suis arrivée à Paris et que j'ai commencé à écrire, à faire des stages, et je me suis rendu compte que, en plus je suis arrivée au moment où les séries vivaient un nouvel âge d'or aussi, déjà début des années 2005-2006, et puis ensuite l'arrivée de Netflix et des plateformes, ça a encore créé un espèce de nouvel âge d'or. Donc je veux dire, je suis arrivée aussi au bon moment. Donc les séries. Et puis j'ai travaillé donc chez Combini pendant 6 ans, et puis j'en suis partie il y a presque 2 ans maintenant, et là je suis journaliste indépendante, et du coup je parle des séries, mais aussi maintenant des livres, notamment je fais pas mal sur les livres féministes, les essais, et puis les expos, le cinéma un peu aussi, donc je me suis un peu élargie culturellement parlant, parce que voilà, j'adore.
Et donc, donc je crois que ça remonte il y a quelques années, il y a 2-3 ans, c'est ça ou non, c'est avant le Covid ou pendant le Covid, tu as l'idée d'écrire le livre, où on vient te chercher pour faire le livre. Oh, raconte-nous ça. Ça a commencé avant le Covid et c'est à la faveur d'une rencontre avec mon éditeur. Du coup, en fait, c'est Playlist Society qui sortait un livre sur Mad Men, une autre grande série. Et du coup, j'avais été invitée à la soirée de lancement et comme je connaissais l'auteur Damien Leblanc, super livre si vous aimez Mad Men. Du coup, je suis venue à cette soirée et puis on a discuté un peu avec l'éditeur et il m'a dit qu'il cherchait des personnes pour écrire un peu sur les séries. Est-ce que moi ça m'intéresserait? Et puis je lui ai dit ah bah oui carrément. Et puis on a un petit peu parlé des séries sur lesquelles je pourrais écrire et Buffy s'est assez rapidement imposé. Donc après c'est des échanges, l'envoi du sommaire, une première validation, l'écriture de quelques pages, le contrat et puis Quand t'as dit Buffy, il fallait le convaincre, cet éditeur, ou la réputation de Buffy suffisait, ou tu vois ce que je veux dire? Question subsidiaire, est-ce que tu avais déjà le sujet? Quand tu as dit Buffy au sens large, tu savais ce que tu voulais dire déjà? Ouais, parce que c'était après MeToo et en fait j'avais dû refaire un rewatch de Buffy en prenant des notes, chose que j'avais pas trop fait avant dans les rewatchs que je faisais. Là j'ai vraiment fait un rewatch épisode par épisode, je notais des trucs à droite à gauche et puis mon regard aussi de critique il a changé. Parce que vraiment, moi, j'ai été la vague féministe de 2017, m'a frappée en plein visage. Je pense comme beaucoup de personnes de ma génération, mais en tout cas, du coup, ça m'a fait vraiment revoir Buffy sous un nouvel angle. Et du coup, en discutant avec l'éditeur, non, Buffy, non, il s'est dit que c'était une bonne idée. En fait, sans connaître vraiment la série, mais il sait que c'était une série populaire et que c'est une série qui a quand même du prestige aux États-Unis et en sachant qu'en France il n'y avait pas grand chose qui avait été fait, du coup c'était plutôt une idée une idée intéressante quoi. Mais oui, j'avais quand même l'angle, je voulais aborder ça avec un angle féministe clairement dès le début. Non mais moi sur Buffy le féminisme, je me demande, j'ai une question à laquelle j'ai pas de réponse. Est-ce que pour toi la série correspond à un changement de représentation, un changement d'époque, ou c'est parce qu'il y a eu cette série que l'époque a changé? Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que c'est le truc de l'œuf ou la poule quoi? Est-ce que la série était en avance ou est-ce que la série était un écho des changements qui se passaient à l'époque? Et ça, moi, j'arrive pas à savoir. Est-ce que toi, tu sais ou est-ce que on peut pas savoir peut-être? Franchement, c'est difficile, mais après, je pense qu'elle a clairement participé à créer des personnages féminins beaucoup plus complexes. Et puis même aujourd'hui, on parle du trope du strong female lead, du personnage féminin fort, comme d'un truc un peu relou maintenant, qui est presque une injonction dans certaines séries. D'accord. Mais en fait, quand maintenant il y a un petit peu ce truc des fois des critiques aujourd'hui de Buffy qui disent bon ça va quoi, les personnages féminins forts obligés à la résilience, tu vois, ce que fait beaucoup Buffy. Il y en a eu beaucoup derrière fait, il y a tout un tas de personnages qui alias, mais même l'héroïne de Kill Bill ou toutes ces héroïnes comme ça qui subissent le pire pendant des films et des saisons entières et puis mais qui sont fortes en fait, et du coup c'est presque devenu une injonction de nos jours. Mais en fait quand tu regardes Buffy, elle a un peu lancé cette trend, mais elle n'était pas la seule. Déjà, il y avait Xena avant. Elle était dans un mouvement où il y avait aussi Alien, il y avait aussi Terminator. Joss Whedon, il était influencé par tout ça. Il trouvait que ce type de personnage, c'était sexy. Il avait envie de développer ça. Et puis même, je trouve que justement, dans ce truc du personnage féminin fort, la série va plus loin qu'on ne le croit, parce que Buffy, elle est forte, mais pas tout le temps. En fait, elle a des gros problèmes de santé mentale. On le voit à plusieurs moments. Elle a aussi des fois beaucoup de violence et de rage en elle qui explose. Elle a des doubles, des ombres d'elle qui montrent encore plus de violence, comme Willow et Faith. Donc en fait, on te montre des personnages féminins forts, ok, dans Buffy, mais ils ne sont pas forts tout le temps en fait. Et du coup, ils sont vulnérables, et c'est pour ça qu'on s'attache à ces persos. Donc Buffy a révolutionné plein de choses, c'est clair. Je pense que s'il n'y avait pas eu Buffy, il y aurait peut-être eu des trucs de personnages féminins de plus en plus, parce qu'on allait vers ça. De toute façon, c'était aussi l'époque des Spice Girls, de Britney Spears, de personnages, de jeunes femmes, qui prenaient un peu le lead. Le phénomène de girl power, Buffy, elle est arrivée dedans, mais elle a sublimé en fait ce truc. Et du coup, on voit bien le nombre de séries, toute l'industrie des séries américaines doit quelque chose à Buffy, et même le cinéma aussi derrière en fait, le cinéma américain, j'entends. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non,
On n'a pas dit clairement de quoi se parle ce livre en fait. On l'a pas dit. Bon, ça parle de Buffy, évidemment, vous avez compris. Non, mais les différents thèmes qu'aborde la série. Donc par rapport au pouvoir, le thème du pouvoir, on en a pas parlé, mais il était très important. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé alors que c'est vraiment central. D'ailleurs, même dans la saison 7, il y a le fameux It's About Power qui est répété à peu près 27 000 fois. Mais du coup, oui, pour moi, vraiment, Buffy, c'est une série sur le pouvoir et comment l'exercer quand t'es une femme. Donc il y a une réflexion à la fois universelle et en même temps une réponse qui est différente de ce qu'on peut voir dans d'autres mythologies, quoi. C'est ça qui est intéressant. À un moment donné, tu parles, c'est un détail, parce qu'on apprend plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses. Ça fait 10 ans que je parle de cette série. Plus que 10 ans, mais dans un micro, oui. Dans un micro, oui. Non, j'ai appris plein de choses, donc c'est super. C'est trop bien. Donc là, même si vous êtes fan, vous allez apprendre des choses. Et là, tu parles du Buffy Speak en expliquant qu'à un moment donné, dans le premier épisode, Cordelia dit Morbid Much, et t'explique que le Much est placé à la fin, et t'explique dans quelles autres œuvres ça avait été fait avant, mais c'était un peu nouveau et tout, et ça je trouve ça génial parce que moi très souvent on me demande pourquoi Buffy c'est génial avec cette débile. Et je sais jamais, je me retrouve comme un couillon là, et je trouve que ce livre de 150 pages, franchement ça se lit rapidement, 150 pages, on apprend plein de choses et on a plein d'arguments pour après d'expliquer aux gens à quel point c'est regarde, ça a révolutionné les dialogues, ils ont inventé des mots, donc voilà, grâce à ton livre on apprend, on a des arguments pour dire que Buffy c'est génial, donc c'est déjà ça, juste ce que je voulais préciser. Non mais c'est vrai que j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient bien Buffy mais qu'ils n'avaient pas vu tout ce qu'il y avait dans la série et qui comprennent pourquoi ils aiment autant cette série aujourd'hui. Ou alors des gens comme mon père qui a commencé à lire finalement le bouquin et qui m'a dit non mais je comprends pourquoi ça a été aussi important pour toi Buffy. Ça il a changé donc. Ça y est, il a changé de 40 ans plus tard. Non peut-être pas, quoique non pas 40 mais bon bientôt 30. Si, vous avez des questions ou pas parce que non mais je voulais lancer sur le chat un appel aux questions. Il faut que j'achète le livre du coup. Moi je pose une question et demande au chat et on va enchaîner. Moi je voudrais parler de Xander. Ouais. Oh là mais les gens vont pas pouvoir poser de questions. Question complexe. Il faut faire un autre podcast. Non mais moi j'aime bien parce que quand moi jeune adolescent j'ai découvert la série, je me suis identifié à ce gars très maladroit et très bête et très drôle. Je me pensais drôle à l'époque je pense. Mais voilà et effectivement quand tu le revois avec un autre regard, tu te dis qu'il parfois il fait des trucs vraiment problématiques et on a un rapport compliqué même nous les fans aujourd'hui avec ce personnage et tu dis un truc très intéressant à page 47. Tu parles de Xander donc dans l'épisode de Zeppo et qui à la fin de l'épisode a pris le dessus sur Jack et tu dis dans le monde féministe de Buffy contre les vampires, Xander fait partie des hommes nouveaux en quête de masculinité non toxique. Il oscille entre la tentation de retomber dans de vieux schémas virils pour gagner une confiance en lui artificielle et l'aspiration à en rejeter les injonctions nocives qui demandent aux hommes de risquer leur vie et d'opprimer les femmes pour imposer leur identité de mâle dominant. Et je trouve que tu t'expliques bien les deux facettes de Xander qui est à chaque fois à cheval entre les deux. Et est-ce que ma question, parce qu'il y a une question quand même après tout ce monologue, faut tout attendre. Est-ce que aujourd'hui le personnage de Xander peut servir de modèle à des adolescents ou alors à des hommes qui vont regarder Buffy aujourd'hui? En fait je pense quand même parce que en fait il y a quand même un truc et d'ailleurs je le dis pas forcément dans le bouquin mais là j'ai lu il y a pas longtemps un bouquin très intéressant qui remet sur l'amitié qui s'appelle Nos puissantes amitiés et ça m'a quand même fait penser à Xander et je me suis dit donc il a des moments où moi je le trouve très possessif avec Buffy mais après c'est vrai que dans la première saison quand il est rejeté par Buffy parce qu'il a un crush sur elle, même si par moment il est relou, il l'accepte quand même et il décide que c'est mieux quand même d'être dans la vie de Buffy, de la soutenir, d'être son ami plutôt que d'être ce mec parce que moi j'en ai connu beaucoup des mecs comme ça qui sont qui sont un peu amis avec toi au début en fait ils veulent plus et puis dès qu'ils comprennent qu'en fait c'est mort en fait ils en avaient rien à foutre de l'amitié et du coup Xander c'est un peu le contraire qu'il fait en fait et puis après c'est vrai que c'est un personnage qui est très imparfait et
et s'il était parfait, il serait peut-être potentiellement chiant. Hein. Et puis il représente pour le coup, oui. Comme Riley, par exemple. Riley n'est pas parfait, mais mais c'est vrai qu'il représente une masculinité qui est moderne quand même, Xander, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent se retrouver encore aujourd'hui, évidemment, toujours le cul entre deux chaises, quoi, à savoir que des fois il s'est pas bien comporté ou qu'il il est trop possessif avec telle personne, ou que voilà. Et puis selon les types de personnes avec qui il est, s'il est avec ses copines ou s'il est avec ses copains, qui va se faire entraîner dans des comportements un peu nazes avec ses potes, et puis après il va se comporter différemment avec des potes féminines peut-être. Donc je pense que les hommes encore aujourd'hui évidemment sont tiraillés comme Xander l'était il y a près de 30 ans, quoi. Est-ce que le chat a des questions? Sinon moi j'en ai plein. Le chat, ils veulent acheter ton livre par contre. Faites-le, achetez le livre. N'hésitez pas. Il n'est pas en rupture de stock, on peut encore parce que donc il est sorti en octobre, on l'a pas dit, il est sorti en octobre dernier. Oui. C'est ça, et on peut toujours. Il y a une nouvelle réimpression parce que une deuxième ou une troisième, il marche pas mal, ce qui est cool. C'est chouette. Ouais. Donc je pense qu'on est rendu à la troisième réimpression là. Ouais. Ok. J'ai une autre question, mais je sais que tu as déjà répondu, qu'on te pose sûrement à chaque conférence, mais coup pas dans notre podcast. Puisque tu t'as dit que t'as appris, l'histoire sur Joss Whedon, c'est sorti pendant que tu écrivais le livre. Ouais. Et c'est quand même assez important que tu apprennes, entre guillemets, ça au moment où tu es en train d'écrire sur le sujet. Est-ce que ça te dit, ça te stoppe peut-être? On rappelle l'histoire Whedon aux auditeurs et auditrices. Oui, donc ça a commencé par Charisma Carpenter qui a accusé Joss Whedon qui a dénoncé son comportement, et après d'autres comédiens ont pris la parole sur Joss Whedon. Oui, il y a une enquête assez exhaustive de Variety notamment. C'est ça. Et puis même Variety plus tard a fait une interview de Joss Whedon dans laquelle il s'excuse pas. En fait, c'est pour ça que je parlais de la référence à ton ex. Oui. En fait, j'essaie d'expliquer un petit peu le phénomène aussi, du coup, parce que les gens s'en souviennent peut-être pas, mais vraiment, je pense que ce gars, il a été tellement déifié que pour lui, retomber comme ça de son piédestal, ça s'est pourtant fait petit à petit, c'est pas arrivé tout de suite par Charisma Carpenter. On avait déjà parlé avant 2021. En fait. L'histoire était connue, mais... Elle était toute seule à le dire. Et puis on n'avait pas et puis elle non plus, je pense, elle avait pas les mêmes termes que la manière dont elle l'a expliqué en 2021, en fait. Elle en parle depuis longtemps, ça c'est clair, depuis, je sais plus, début des années 2000. Et le point de vue qu'on avait, c'était Charisma a été relou sur le tournage, voilà. En plus, elle se traînait un peu une réputation de diva. Parce que effectivement on savait qu'il s'était passé des choses, mais vu qu'on avait que le point de vue de l'équipe, et c'est vrai qu'on croyait ça, quoi. On s'est dit elle a été relue, elle a pas prévenu pour sa grossesse, ça a foutu le bordel, et du coup ils ont été obligés de bricoler des scénarios, et c'est pour ça que la série est loupée. Enfin, tu vois, c'est vraiment la version qu'on avait, et quand on a vu son point de vue à elle, ça change tout. Et puis c'est que d'autres se mettent à dire la même chose, en fait. Et l'enquête derrière et tous les gens qui témoignent. Du coup ça devient concret, vraiment, quoi. Oui, parce que en fait on savait aussi, les fans savaient, comment dire, moi je me suis vraiment rendu compte que j'étais dans le déni pour le coup sur cette histoire, parce que pas quand j'ai lu mais on savait qu'il avait des tendances tyranniques, c'était connu, mais la manière dont les scénaristes en parlaient dans les interviews, etc., ils essayaient toujours de tourner ça à la dérision, parce que quand Joss Whedon prend la parole dans les interviews, il fait toujours des blagues, donc du coup ça allège toujours, l'humour est une arme très puissante, autant dans Buffy que pour Joss Whedon de manière générale, même dans la manière dont il a promu Buffy, il avait vraiment les coups des franches pour être aux commandes de son image de marque, en fait. Et c'est aussi ça qu'on lui reproche, en fait, c'est qu'il s'est vraiment forgé un espèce de persona, de geek féministe sympathique, très avant-gardiste aussi pour l'époque, parce que début des années 2000, il n'y avait pas tant que ça, le féminisme, c'était quand même un petit peu plus retombé, quoi. Et du coup, il a reçu des prix, il a dit des trucs encore jusqu'en 2014, j'ai trouvé une citation très pépite quand même, où en 2014, il dit dans Vulture qu'un mec féministe, ça doit faire ça doit bien se comporter, pas que sur les plateaux de tournage, aussi dans sa vie privée et tout. Le gars est vraiment. Tu penses que c'est fake, en fait? Surtout qu'en 2014, il y avait déjà ça. Ou alors que ça lui monte à la tête. Je pense que c'est une dissonance cognitive et que le gars se croit aussi au-dessus de tout soupçon, et qu'il est certain que personne ne dira jamais rien sur. Et puis aussi qu'il amenuise ses comportements quand on se comporte mal dans la vie avec quelqu'un. Malheureusement, c'est plutôt la personne qui s'est mal comportée, elle va vite l'oublier. Elle va se dire ah merde, c'est pas cool ce que j'ai fait. Et je pense qu'il a vachement amenuisé son comportement aussi, et il sait pas probablement. Bon, après je suis pas dans sa tête, je veux pas trop rentrer dans sa tête. On n'était pas aussi sur les tournages, on parle. C'est vrai. On n'était pas sur les tournages, on peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Il a été élevé dans un milieu hyper féministe, donc je pense qu'il y a un truc où il se comporte pas comme ça, mais en fait il a grandi comme ça, donc il y a un truc qui
Oui, une dissonance, je pense, du coup. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, alors oui, juste pour répondre à ta question, je l'ai appris au milieu de l'écriture de mon bouquin. Je commençais quasiment la deuxième partie. Et c'est vrai que quand je l'ai appris, là, pour le coup, le déni, le voile de déni, c'est... Et du coup, j'étais catastrophée. Ça remet beaucoup de choses en question, du coup. Ouais, je me suis demandé si j'allais continuer l'essai ou pas. À ce moment-là, en plus, du coup, en fait. là, on est 2 ans plus tard, mais à ce moment-là, quand même, tu te dis, j'écris un livre sur Buffy avec un angle féministe, en plus. Enfin, je veux dire, je parle de tout ce qu'il y a de bien de féministe dans Buffy. Est-ce que, voilà. Et donc, j'en ai discuté avec mon éditeur. Et puis, c'est là aussi que ma conclusion, finalement, et le petit chapitre, autant sur l'affaire que sur la réappropriation collective de Buffy comme symbole féministe qui était déjà à l'œuvre, elle s'est pas vraiment arrêtée. Là, on l'a vu ces 2-3 dernières années finalement. En fait, c'est juste que je sais pas comment dire, les fans sépare un peu l'œuvre, pas l'homme, mais l'œuvre de l'artiste en fait. La série, de la qualité de la série n'est pas remise en question. Et pas du tout. Sarah Michelle Gellar le dit elle-même. Elle a dit qu'elle veut plus être associée à Joss Whedon, mais qu'elle veut être associée à Buffy. Ouais, et alors ça peut paraître, alors on peut se dire ouais, c'est un peu hypocrite, machin, c'est lui qui a quand même créé la série. Bah ouais, mais en fait, c'est aussi lui qui se l'est accaparé, alors qu'on est quand même sur une série qui demande le travail de centaines de personnes autour. Et du coup, moi, c'est ce que je dis dans mon bouquin, que ouais, mais que le côté positif de ça a été de rappeler le nom de scénaristes femmes qui ont bossé sur la série, de se rappeler aussi des performances incroyables. Enfin, je veux dire, je cite à un moment donné Charisma Carpenter qui dit c'est une chose d'écrire des personnages, c'en est une autre de leur donner corps et chair. Voilà, Sarah Michelle Gellar, Buffy, c'est elle, et elle tient toute la série sur ses épaules, encore plus dans la saison 7 où elle joue 2 personnages différents, parce qu'on la voit aussi dans le rôle de la force. Enfin, elle est incroyable, quoi. Et du coup, il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément eu une reconnaissance à leur juste valeur, parce que l'espèce de dieu Joss Whedon, il accaparait un petit peu tout l'espace médiatique aussi, quoi. Donc voilà. Question sur le chat. Ouais, Sam. Attends, parce que moi j'avais relevé plutôt. Il y a beaucoup de questions en fait. Bah oui. On est en décalage en fait, c'est tout simplement. Est-ce que t'as vu, il y a une question de Keanu Reeves, tu l'as vu celle-là? Je remonte. Est-ce qu'un article Ah oui, elle était d'abord. Sur l'impact de la série sur le fandom. Est-ce que tu parles de l'impact de la série sur le fandom? J'ai l'impression que c'est ça la question. L'impact, je parle un peu de la naissance du fandom autour de Buffy dans un des chapitres sur la création, parce que Buffy est arrivée à un moment donné en même temps que la naissance d'Internet. Oui, tu parles des fanfictions. Voilà, donc je parle des fanfictions, je parle de l'engouement autour des fans. Après, c'est vrai que c'est un chapitre... en fait, avec ce livre, j'ai essayé d'être... je me suis lancée un peu dans une mission impossible, qui est d'essayer de montrer un peu le pouvoir de Buffy sous tous ses aspects, et de manière presque essayer d'être complète, mais c'est impossible d'être complète, surtout en 150 pages. Mais j'avais une suite, quoi. Non, mais tu t'en sens pas trop mal, je trouve. Non, on a une vision quand même pas mal merci. Complète. Hein. Mais du coup, je parle des fans, mais voilà, sur peut-être, je sais plus, 2-3 pages, quelque chose comme ça, quoi. Et puis, je le rappelle, il y a des notes de bas de page, donc si on veut aller plus loin, effectivement, on peut y aller. C'est Sam qui nous demande quel est le personnage dont tu te sens le plus proche dans la série? Est-ce que tu as un personnage en fait, la série, elle est quand même écrite pour qu'on soit en empathie avec Buffy, que ce soit qu'on soit des hommes ou des femmes. Je pense qu'on peut s'identifier fortement à Buffy. Donc moi, je me suis identifiée à Buffy, mais aussi quand même beaucoup par rapport à mon adolescence tourmentée à Face. Ah ouais. Non, je vous rassure, j'ai tué personne quand j'étais ado. En revanche, j'avais cette énergie un peu chaotique de Face qui se cherche, qui en veut un peu à la terre entière aussi. J'adore le personnage de Face, et puis elle est codifiée bisexuelle, ça me parle aussi. Enfin, du coup, voilà, j'aime beaucoup. Alors attends, si moi j'avais une autre question. Ah oui, si, j'avais une question. Donc tu t'es appuyé sur pas mal d'autres livres de pour Buffy écrire Studies, le tien. Est-ce qu'il y en a un à retenir, un qui t'a fait exploser le cerveau, qui t'a fait changer le point de vue sur la série? Voilà. Est-ce qu'il y en a un à retenir, ou deux? C'est parti. C'est hyper compliqué parce que j'en ai lu presque une dizaine. D'accord. Alors celui qui m'a appris des choses, notamment qu'ensuite j'en parle un peu dans le livre. Justement, j'ai lu une Buffy Studies entière sur le langage dans Buffy. Ok, ouais. Voilà, qui était un petit peu ardu à lire d'ailleurs, parce que le langage, les expressions et tout ça, mais c'est passionnant. Tu découvres des trucs. J'ai dû énormément couper dans mon livre. J'avais écrit 2 fois plus long, donc
Donc c'était dur. Hein. Après, il y a des choses aussi que j'ai creusées. Parce que les 150 pages, c'était imposé par l'éditeur. Ouais. D'accord, ouais. En fait, c'est un cadre, ce type de. Une collection peut-être. Voilà, le Playlist Society, ils écrivent des essais sur des sujets pop culture. Ils ont fait. Là, il y a pas longtemps, ils ont sorti un bouquin sur Greg Araki, qui est un cinéaste queer, la nouvelle vague queer des années 90, ou sur Oasis, ou sur. Mais en fait, c'est toujours le même format, comme ça, avec le design est créé par Lucien, je sais plus son nom de famille, mais bref, c'est un super illustrateur. Et donc, c'est toujours un peu. Ça doit rester dans un truc pas plus de 160 pages, quelque chose comme ça, quoi. Donc, oui, là-dessus, mais au final, j'étais un peu frustrée au début, évidemment, un peu frustrée quand t'as écrit 2 fois plus long que prévu et qu'il faut recouper. Mais par contre, j'étais d'accord avec mon éditeur parce que finalement, je m'éloignais un peu de ma thématique du pouvoir, parce que je parlais des héritières de Buffy, de comment Buffy ensuite a influencé plein d'autres séries derrière. Alors c'est forcément passionnant quand t'es fan de Buffy, mais ma démonstration, c'était le pouvoir dans Buffy, quoi. Et du coup, je pense que en étant plus ramassé, c'est peut-être plus clair, en fait. Voilà. Et efficace, j'aurais pu faire plus long, mais peut-être j'aurais perdu des personnes en chemin, je pense. Donc, et les Buffy Studies sur le langage. Et j'en ai lu un aussi qui était ultra intéressant sur la spiritualité dans Buffy et la morale et l'éthique et la manière dont Buffy utilise, fait un espèce de mix de plein de religions différentes, pioche un petit peu dans des religions, dans la spiritualité asiatique, le côté juif de Willow. C'est l'époque aussi du New Age avec les cristaux, les pierres magiques. La sorcellerie et du coup je crois que ce livre s'appelle What Would Buffy Do en référence à cette Buffy Studies là s'appelle comme ça et j'ai trouvé super. Et une des plus récentes que j'ai lues, c'est le titre, je l'adore, c'est une réplique de Buffy, c'est I'm Buffy and you are history. Sur son rapport à l'histoire peut-être. Non mais même pas en fait, c'est il y a des trucs à dire. Il y a des trucs à dire, ouais. C'est clair. Mais non, c'est plus une gender studies plus quand même, plus axé gender studies. Mais je la cite aussi, Patricia Bender, qui a écrit ce bouquin qui était hyper intéressant. Mais voilà, il y en a plein. Il y a aussi des Buffy Studies, comme elles ont fait Sandra Logier sur Philosérie, où en fait ils essaient de parler de toutes les thématiques, plus ou moins beaucoup de thématiques de Buffy, en compilant ça dans je crois, Fear and Trembling in Sunnydale ou un truc comme ça, qui est vachement bien et qui m'a aussi inspiré l'idée de le truc de contre le capitalisme, où j'ai creusé et où je parle du mouvement anarcha-féministe parce que j'ai lu un truc j'ai lu une Buffy Studies qui parlait du côté anticapitaliste que pouvait avoir Buffy, et du coup après là je l'ai raccroché moi en cherchant des choses, et en fait je trouve vraiment que Buffy c'est une anarcha féministe en fait. Ils détestent le pouvoir dans Buffy, quoi. Et en même temps c'est une série qui parle d'énormément de sujets féministes en même temps, donc on a précision sur les Buffy Studies. Oui, on a un notable. Moi j'écoute. Mais si vous voulez lire des Buffy Studies en français, Enfant Cheval, elle le traduit. On a une traductrice de Buffy Studies à notre table. Vas-y, non mais Enfant Cheval, il faut que tu nous en parles. Est-ce que ça t'a donné envie de traduire tout ça là, tous les... Je vais traduire ton livre en français. Oui, mais tu les traduis, parce que moi je les ai eu que en anglais pour le coup. Je les traduis sur le site de Slayage. Qui regroupe trop bien. Plein si j'avais su ça, j'aurais été les liens en français. Ça fait genre 2 ans que je le fais là. D'accord. Et la prochaine, ça sera en juin qu'elle va sortir. Ça parlera de quoi, hein? Ça devrait parler de Giles. Normalement. Mais c'est des articles, toi, c'est pas des bouquins entiers. Non, c'est des essais d'une vingtaine de pages. Et la dernière parlait de Spike. C'est pour ça que j'arrête pas de parler de costumes là pour Spike, parce que la dernière Buffy Studies que j'ai traduit, ça parle de toutes les personas de Spike, et je vois que ça du coup quand quand on est dans un truc. C'est terminé. Mais oui. Et ça, donc on le révèle, on trouve ça sur Slayage ou il y a un site français ou il y a Sunnydale Revival qui fait des posts, qui les partage, mais j'ai pas encore envoyé la dernière, j'ai oublié. Ah non, la dernière c'est sur justement, ça rejoint pas mal le sujet du féminisme sur Willow et Tara, et comment la mort de Tara a été traitée par les communautés de fans, justement, et notamment les communautés homosexuelles, lesbiennes. Et c'est toi qui choisis les articles ou on te les impose? Non, c'est moi. Tu fouilles les Buffy Studies et tu dis ok, ça je prends. C'est ça. Okay. Et ça me semblait intéressant. Et vu que c'est quand même un niveau universitaire, j'ai l'impression que ça te prend du temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Surtout la dernière qui faisait une 30aine de pages.
Mais oui, ça me prend du temps, mais c'est tellement intéressant de lire des Buffy Studies que j'adore faire ça. C'est vrai que moi, il a fallu que je m'arrête à un moment donné pour écrire mon bouquin parce que j'en lisais, je prenais des notes à chaque fois et en fait, j'aurais pu continuer, je les ai pas toutes lues, il y en a une trentaine au moins aux États-Unis, donc anglo-saxonnes. Et des essais. Et parlons même pas des. Si tu rajoutes les essais. Et il y en a sur tous les sujets, en fait, tout est abordé à travers Buffy, c'est incroyable. Vous participez toutes les deux à lire du Buffy Studies en français, en fait. C'est un peu des Buffy Studies que tu carrément. Oui, il y en a qui disent que c'est une Buffy Studies. Bah oui, parce que je me suis. Française, oui, dans le sens où je me suis. Je m'appuie beaucoup aussi sur. Enfin, je cite des Buffy Studies, des universitaires et tout, et j'avais envie d'avoir cet angle comme ça, d'être à la fois accessible et de mettre en avant des concepts, universitaires. Ouais. Bah moi j'ai une question du coup. Ton prochain livre, c'est Buffy du pouvoir, tu redéveloppes un autre sujet, tu passes sur une autre série ou tu fais quoi? Sur Dawson. Le livre sur Dawson, alors là, les Dawson Studies, c'est inattendu. Ouais, je sais, ça serait. J'avais tenté un petit peu quand j'étais à Combini de parler de masculinité dans Dawson. En vrai, c'est intéressant, il y a des choses à dire, mais non, mais c'est pas le même engouement. Ah oui, d'accord. Voilà, sur Buffy, il y a une mythologie, il y a un truc, il y a encore des rumeurs de reboot. Toutes les Buffy, il y a un chapitre de mon bouquin qui s'appelle Buffy ne meurt jamais parce que les fans aussi la font vivre, mais pas que. Il y a même le cast et tout. Enfin, on a parlé de Slayer. Du podcast Slayer, qui, en fait, c'est ça, la mythologie qui a été créée, elle est tellement dense que, moi, je fais partie des personnes qui aimeraient bien voir une nouvelle série Buffy centrée sur d'autres tueuses ou. Oui, pas un vrai reboot finalement, juste une sorte de continuité, une série héritière. Ouais, parce qu'en fait, l'ouverture, on n'a pas parlé des comics et tout, mais en tout cas, la fin de la saison 7, elle ouvre sur tellement de potentialités que c'est dingue qu'il n'y ait pas eu de série derrière, en fait. Bah, il y a eu les comics, du coup. Ouais, voilà. Mais, que tu as lu peut-être oui, j'ai lu un petit peu les comics, mais après, il y en a tellement. J'en ai lu quelques-uns, mais j'ai pas lu la saison 8 à la saison 12, j'ai dû lire la saison 8-9, et puis le style comics, comment dire, j'aime bien en fait, mais j'ai pas eu la volonté de les collectionner, de tous les acheter, etc. Donc voilà, et donc pour les prochains, en fait, j'hésite pour le prochain livre. Ce sera peut-être pas Buffy, mais il y a quand même une petite envie de parler, je sais pas, vampire et genre, des choses comme ça. Il y a beaucoup de. Voilà. Moi j'ai une dernière question. Donc on l'a dit, tu as été pendant très longtemps journaliste spécialisé série, maintenant tu vois toute la culture. Est-ce que tu vois une série aujourd'hui contemporaine qui serait l'équivalent de Buffy dans le sens où qui marquerait une génération, qui marquerait un tournant? Est-ce que tu arrives à voir ça aujourd'hui ou elle n'est pas encore arrivée cette série? Alors est-ce que tu veux dire le genre le genre, est-ce que un genre fantastique ou alors dans le genre fantastique ou alors plus global? Non, même dans le genre plus global, est-ce que parce que on l'a aussi effleuré ces derniers temps, les séries sont moins intéressantes. Est-ce que aujourd'hui on a des séries qui sortent et dont on parlera encore dans 30 ans, tu vois, dont on écrira des livres dessus dans 30 ans? Est-ce qu'il y en a? Ouais, alors toute récente, je sais pas. De toute façon, ça s'est arrêté il y a quelques années. Mais en vrai, à l'échelle des décennies, c'est pas si vieux. Mais Game of Thrones, on en parlera encore dans 30 ans, je pense. D'accord. Ouais, ok. C'est sûr. Il y a beaucoup de choses à dire quand même sur cette série. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on envisage de passer à autre chose? Et j'aurais une question subsidiaire à vous. Non, les questions, on remonte. On est bon. Ça parle des ch'tis à Mykonos. On les a perdus. Merci, mais merci en tout cas, c'était super, on a appris plein de choses. Et puis si ça vous a, un plaisir. Procurez-vous le livre de Marion, il est vraiment super et il fera très bien dans votre bibliothèque, il est très joli. C'est un super achat. Donc effectivement, ça fait un petit moment qu'on a commencé. Est-ce que on s'arrête là ou est-ce qu'on fait la rubrique si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça? Si t'aimes Buffy là. Bon, on se dépêche parce que ça fait un petit moment là. On se dépêche. Allez, hop. Tout de suite, la rubrique Système Buffy, tu vas aimer ça. On fait ça très vite et on vous laisse aller dormir. Tout de suite, jingle. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Et oui, le débat continue. Et donc on va parler des systèmes Buffy, tu vas aimer ça. J'attaque tout de suite. Moi je vais vous parler de la série animée Trollhunter. Alors attention, pas le film, il y a eu un film norvégien en 2010 qui s'appelle aussi Trollhunter.
et qui est aussi très bien, mais c'est pas ça dont je vais vous parler. Moi, je vous parle d'une série animée de 2016 créée par Guillermo del Toro, comprenant 3 saisons. C'est visible sur les internets, mais également sur Netflix, je crois. Le pitch, on a un petit lycéen dans une petite ville américaine qui reçoit, donc pour l'instant c'est classique, hein, il va à l'école en vélo, tout ça, il a un pote, il reçoit un don et des armes, et il devient un tueur de trolls. Les trolls, c'est des monstres gigantesques qui sortent la nuit, et qui se transforment en pierre une fois le jour venu. Ils ne supportent pas la lumière du jour, hein, ça vous rappelle quelque chose ? Bref, ce petit gars, il est pas seul, il va être accompagné dans sa lutte contre les méchants trolls. Il est accompagné de gentils trolls aussi, donc des démons gentils, hein, et aussi d'amis de son lycée, d'un vieux rat de bibliothèque qui lui enseigne comment devenir un bon chasseur. Bref, c'est du copier-coller de Buffy, ou au moins d'un récit initiatique de héros adolescent qui devient un super héros. Mais moi, j'y ai vu effectivement 1 milliard de ressemblances avec Buffy, et par contre on est sur une lecture, donc Buffy, on était pour les ados avec une ambiance comédie et parfois sérieux. Là, on est sur la version, donc c'est un dessin animé, ce serait plus pour les enfants, enfants ou pré-ados. Après, moi j'ai adoré cette série, hein, mais sur le traitement, on est moins adulte que Buffy. Mais voilà, on retrouve les mêmes choses, parfois les mêmes répliques dans l'épisode 2. Les mêmes répliques. Mais dans l'épisode 2, le héros il dit, mais j'ai que 15 ans, j'ai pas le temps pour chasser les démons, j'ai pas envie de mourir. Il dit ça, il dit vraiment ça. a vu Buffy lui aussi, d'accord. À un moment donné, il y a la mère du petit garçon, comment il s'appelle, Jimmy. Il s'appelle Jimmy du lac. Il y a sa mère qui évidemment n'est pas au courant de sa mission de chasseur de trolls. Et à un moment donné, elle se retrouve face à je sais plus quel mec et son garçon est en danger. Et c'est pas avec une hache qu'elle frappe le monstre, avec une pelle. Et elle dit dégage, touche pas à mon gamin. Enfin, c'est exactement ce que fait Joyce dans School Hard. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont vous rappeler Buffy. Je vais pas en parler pendant 1000 ans parce qu'on a déjà fait très très long sur ce podcast. Ça s'appelle Trollhunter, donc c'est une série créée par Guillermo del Toro, un très grand cinéaste qui a beaucoup d'imagination. Les designs sont magnifiques, la mise en scène est très très cool. Il réalise aussi quelques épisodes, je crois, Guillermo. Ça dure, donc il y a 52 épisodes, ça dure 20 minutes, c'est un excellent divertissement, et moi je l'ai regardé avec mon fiston de 11 ans, et lui il kiffait parce que c'était une histoire d'enfants avec des monstres et tout, et moi je kiffais parce que c'était très bien fait et parce que je voyais tous les liens qu'il y avait à voir avec Buffy, donc voilà, je vous conseille Trollhunter de Guillermo del Toro. Riley, tu avais un système Buffy, tu aimais ça? Oui, promis, je vais faire vite. 2023, c'était l'année des livres sur Buffy. Vous êtes au courant, Marion? Ouais. Et il y en a. Enfin, c'est pas vraiment un livre sur Buffy, c'est un livre que Stéphane Sanchez nous a gentiment envoyé qui s'appelle Lettre à Sarah. Ça parle évidemment de Sarah Michelle Gellar. Ah bon? Ah d'accord. Oui, c'est ça là, mais non, mais elle est magnifique sur la couverture. C'est édité chez Rouge Profond. Ça fait une centaine de pages. C'est sorti en juin 2023. Et de quoi ça parle? En fait, ce sont des lettres écrites à Sarah Michelle Gellar. Et c'est une sorte de prétexte pour à la fois faire une biographie de Sarah Michelle Gellar, donc il retrace toute sa carrière en parlant de ses choix, en reprenant beaucoup d'interviews, d'extraits d'interviews que Sarah Michelle Gellar a donné. Et donc ça c'est une lettre, puis la lettre suivante, il nous parle de sa vie à lui en fait, de son adolescence, au collège, au lycée, comment d'abord Buffy, puis en fait Sarah Michelle Gellar lui sert de modèle, lui inspire de la force. C'est comme si Sarah c'était sa correspondante en fait, peut-être, non? Ouais, mais enfin, il l'a écrit en 2022, mais okay. Non. Je reviendrai sur le format lettre après, mais enfin donc en gros c'est une sorte de double biographie, son adolescence à lui et celle de Sarah Michelle Gellar, et il fait plusieurs comparaisons. Je voulais juste un petit extrait. Il fallait m'adapter, porter des sweats à capuche, acheter des baskets à la mode, mettre du gel dans mes cheveux, gommer mes manières, participer aux activités sportives. Le changement a porté ses fruits, je n'ai plus de remarques désobligeantes, je me suis noyé dans la masse, perdu au milieu du groupe. Comme la tueuse, je possède un secret. Comme Buffy, je n'ai pas le droit de révéler mon identité aux autres, mon homosexualité doit rester cachée. Donc ça c'est au lycée. Ah ouais. En fait je connaissais un petit peu la vie de Sarah Michelle Gellar, j'ai appris quelques trucs sur
sur ses choix de carrière, tout ça. Mais c'est beaucoup plus intéressant sa biographie en fait à ce Stéphane, parce que c'est vachement touchant. Il écrit extrêmement bien. C'est pas son premier livre, il en a déjà écrit plusieurs. Je crois que c'est son premier essai, ça. Je dis peut-être une bêtise. Mais parce qu'il a fait beaucoup de romans en fait. On est à mi-chemin entre l'essai et l'autofiction, alors j'ai l'impression. C'est pas de la fiction, il raconte vraiment, enfin tu sens que c'est sincère. D'accord. Et en même temps, il est à mi-chemin de l'université parce qu'il y a beaucoup de notes de bas de page, notamment sur les parties sur Sarah Michelle Gellar où il parle de tous ses films. En fait, il retrace toute sa carrière. Il connecte Sarah aussi au cinéma fantastique, au cinéma d'horreur dans lequel il se réfugie beaucoup. Et c'est vrai que Sarah, elle a fait pas mal de films fantastiques. Il revient sur le fait de jouer avec les codes quand elle vient faire Scream 2 par exemple, et qu'elle a l'image de Buffy et que là elle va se faire tuer tout de suite, et que t'as que c'est une nana qui sait pas se battre, et que toute la salle et lui-même dit mais non mais vas-y, tu peux pas te laisser faire tuer par ce gars, t'es Buffy quoi. Ça c'est plutôt sympa. Donc beaucoup d'extraits d'interviews, toujours sourcés, très touchant. Très touchant. Je vous lis juste un dernier passage et puis après je reviendrai. J'ai quand même une petite critique, je vous la ferai juste après. Il finit en fait par une vraie déclaration d'amour à Sarah Michelle Gellar en fait. Et j'ai pris ma plume pour te dire que mes songes d'adolescent ne sont pas morts. Une simple photo de toi me ramène à mes 15 ans. Ton sourire abolit le temps et agit comme une cure de jouvence. Tu es même Madeleine de Proust, ma machine à voyager dans le temps. Merci pour tout ce que tu m'as donné, merci pour tout ce que tu m'as enseigné. Donc il met Sarah Michelle Gellar. Ah ouais non mais ouais, tous ces passages sont super touchants. Il met Sarah vraiment sur. Ouais, c'est son. Elle l'accompagne en fait toute sa vie. Et voilà, pour l'autre partie, c'est que je trouve le côté épistolaire en fait, c'est un peu gimmick finalement. Il n'aurait pas eu besoin de ça, je crois. Et il l'explique vers la fin du livre qu'il a écrit un roman épistolaire juste avant. Et je me dis que peut-être qu'il est resté dans ce mood entre guillemets et qu'il s'est dit ok, ce sera plus simple d'écrire. C'est vrai que c'est plus facile à lire entre guillemets parce que ça se lit très vite, hein, c'est juste des lettres. Mais que parfois t'es dans une vraie biographie. Et pourquoi il écrit à Sarah qu'elle a travaillé sur Scooby-Doo 2, elle le sait Sarah, enfin, vous voyez ce que je veux dire en fait, je sais pas si je suis très clair mais vous voyez ce que je veux dire, que c'est le format n'est pas toujours adapté, un peu gadget ça semble, alors que quand il écrit ses propres lettres c'est moins gadget je trouve, mais, en tout cas je vous conseille donc Lettre à Sarah si vous aimez Sarah. Touchant, donc peut-être moins sur Buffy, oui. Mais ça commence sur Buffy parce que c'est le vrai point de départ, c'est ça le choc. C'est comme ça qu'il découvre ça. Il met des posters de Buffy dans toute sa chambre, mais après il continue à s'accrocher à cette figure et il se rend compte que c'est pas que Buffy, c'est vraiment Sarah, et il compare beaucoup le parcours de Sarah au sien. C'est chouette. Ça a l'air intéressant. C'est chouette si vous aimez cette comédienne. Ça s'appelle donc. Oui, ça s'appelle Lettre à Sarah chez Rouge Profond. Et anecdote bonus, je sais que tu as aimé Sartman. J'ai appris un truc en lisant ce livre, c'est que Sarah est sortie avec Jerry O'Connell de Slider. Vous connaissez Jerry O'Connell de Slider? Riley est fan de Jerry O'Connell. Qui joue aussi dans Scream 2. Oui, c'est elle l'a rencontré. Pour moi, c'est le petit ami de. Le petit ami de ciné dans Scream 2, exactement. Et le héros de Sliders, qui joue aussi dans Piranha 3D. Bon. Quel acteur Donc, Jerry O'Connell, voilà, gros bisous. Qui est marié à Rebecca Romijn, non? C'est pas ça? Oui, Rebecca Romijn, ex-Stamos, effectivement. Et voilà, et aussi gros bisous à Stéphane qui nous a envoyé son livre, super sympa, merci. Bien joué. Enfin, Cheval, tu n'avais pas de système Buffy? Non. Non, bah parfait, tu joues très bien le Clément. Tu fais exactement ce qu'aurait fait Clément. Remplaçante de qualité. De qualité. Tu vas devenir titulaire, fais attention, franchement. Mario, t'avais un système Buffy, tu vas aimer ça pour nous ou pas? Oui, mais alors on va le faire très rapide, hein, mais je pensais justement 2023, année des essais Buffy. Je sais pas si vous en avez parlé, mais si sûrement. Mais il y a Fabien Clavel aussi qui a sorti un essai. Oui. On l'a évoqué et on risque d'en parler prochainement. Ouais. Super, donc Buffy baroque épopée et qui est vachement bien. Moi j'ai eu l'occasion en plus de me retrouver à des rencontres avec lui et de discuter avec lui. Et en fait, pour la faire très courte, lui ce qu'il fait c'est étudier Buffy un peu du point de vue du style littéraire, en disant que Buffy est une série baroque. Voilà, donc son argumentaire part aussi du fait que tout est instable dans Buffy, que ce soit le sol, les personnages qui portent des masques différents, les vampires, et du coup, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé son essai. Et en plus, un angle totalement différent du tien. J'allais dire, c'est très bien parce que j'ai envie de dire, on se complète. Ouais. Et c'est vrai quand on en a parlé tous les deux, c'est rigolo parce que les trucs chez lui où il va écrire une ligne, moi ça fait un chapitre et demi. Et les trucs chez moi, où je parle un peu du mélange des genres, moi ça fait une phrase, chez lui ça fait un chapitre et demi. Donc c'est très bien, ça se complète. Voilà. Et puis une série qui est ma foi sympathique, je dirais pas, elle est pas là forcément, c'est pas à la hauteur de Buffy, hein, parce que Buffy c'est trop génial, on sait. Mais j'ai bien aimé ces dernières années, vous connaissez peut-être, mais la série Warrior Nun. Donc c'est une série qui
est dispo sur Netflix, il y a 2 saisons, et en fait, ça nous parle d'une organisation religieuse qui s'appelle les Sœurs Guerrières de l'Ordre de l'Épée Cruciforme. Et oui, ça claque. Et en fait, en gros, c'est l'histoire de nonnes qui sont surentraînées et qui combattent les forces du mal. Et en fait, on rentre dans cette série à travers un nouveau personnage, Ava, qui hérite d'un pouvoir, un espèce d'anneau dans le dos, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un espèce de gros anneau qui lui donne beaucoup de force. Oui, qui est incrusté dans son corps. Ça s'incruste dans son corps, alors qu'elle était en train de mourir et du coup, et qu'elle était tétraplégique. Donc du jour au lendemain, elle devient hyper forte. Elle a une vie qui s'offre à elle. Et c'est un personnage qui a je sais plus, 17, 18 ans, hyper attachant, très spirituel, donc elle m'a un peu rappelé Buffy, qui prend pas aussi forcément toujours les bonnes décisions, mais qui finit par... Il y a aussi un truc vraiment collectif avec les sœurs guerrières, elle développe des relations avec toutes les sœurs, et voilà, il y a un joli fandom qui s'est créé autour de Warrior Nun, et du coup, là, il y a eu 2 saisons, et il y a peut-être une espèce de suite. Alors, Netflix a annulé, bien sûr, et il y a une suite qui essaie d'être lancée par le showrunner, qui s'appelle Simon Barry, et ils essaient de faire des téléfilms de conclusion. On sait pas où ça en est, mais j'espère que ça sortira. Mais voilà, Warrior Nun, c'est très sympa. Ok. Bon, vous avez tout noté sur le chat, et les auditeurs et auditrices ils ont pris plein de notes. Jerry O'Connell était au lycée avec Sarah Michel Gellar. Voilà. Il poursuit ça. Ah bah c'est le chat, on apprend plein d'infos là. Vive le chat. C'était super. On a été extrêmement long, mais extrêmement intéressant, je pense. Big M a déjà bousculé Jerry O'Connell. Non mais les gens le connaissent, je suis pas au courant. C'est un truc. Parce que si, il était à. Mais quand est-ce que je le rencontre, Jerry? Il était pas au Comic Con quand on y était. Il y avait pas un truc comme ça? Ouais, j'aurais été dingue. C'est pas possible. Je l'aurais bousculé moi aussi. Je suis quasi sûr qu'il était au Comic Con un jour. Bref, non, pas nous. Bref. Notre podcast sur Jerry O'Connell, on fera une on va vous laisser, c'était super, on a passé une excellente soirée. On vous fait des gros bisous, au chat. Merci d'avoir été là, le chat. Et voilà, Comic Con Paris, il était là par surprise, c'est ce que je dis. Il accompagnait Rebecca. Et voilà, il était là. Oui, non, ça y est, je me souviens. Donc je refais ma fin. Merci. Tu veux que je te coupe encore? Merci de nous. Merci à vous trois d'avoir été là, présentes et présents ce soir pour ce super podcast. Merci au chat de nous avoir écoutés, d'avoir participé, d'avoir posé des questions de qualité. On se retrouve, je ne sais pas quand, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais. On se retrouve on se verra à la convention pour celles et ceux qui viennent les 20 et 21 avril. Et on vous fait des énormes bisous. Et oui, et notez bien, le 5 juillet, on fête les 10 ans. Ça, disons pourquoi Buffy. On va le répéter à chaque podcast de 2024, c'est-à-dire qu'on va le répéter deux fois. Une fois. C'est peut-être la seule fois où vous l'entendrez. Faites attention. Donc notez bien le 5 juillet et on vous fait des énormes bisous. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci Enfant Cheval d'avoir été là. Merci, c'était très cool. Des gros bisous. Salut. Des bisous.